on va continuer nos réflexions sur mortalité, immortalité, immortalisation. Je vous avais dit que plutôt que de faire une seule séance sur l'immortalité en tant que telle, j'ai préféré diviser en 3 séances parce que finalement, ne serait-ce que mortalité, ce qu'on a fait la dernière fois, c'était déjà en 2 heures, c'était bien assez compact. Donc aujourd'hui, on va plutôt faire immortalité, c'est ce qui sera le moins ressemblant par rapport à ce qu'on a fait jusque-là, puisque c'est l'immortalité au sens de l'imaginaire, de la pensée de l'immortalité, mais au-delà de l'immortalisation, ce qu'on verra après justement, c'est l'immortalisation au sens de le processus à travers lequel on pourrait éventuellement se rendre immortel, c'est-à-dire là, ça fait partie vraiment d'un certain type, une certaine orientation du transhumanisme. Et moi j'ai préféré parler d'abord de ce qu'est la mort, c'est la première séance, et vous avez vu que c'est pas si simple que ça. Et ensuite de parler de l'immortalité, fort de cette réflexion sur ce qu'est la mort, et ensuite évoquer l'immortalisation on va dire techno-scientifiquement assistée. Pour pouvoir vraiment se poser la question, est-ce que c'est si différent que ça? Est-ce que c'est un projet si différent? Est-ce que c'est si inhumain que ça? Même si c'est techno-scientifiquement assisté. Alors la dernière fois, donc, on avait vu, quand je parlais de mortalité, j'ai pas dit mort directement mortalité, parce que la mortalité c'est le concept de la mort. On avait donné différentes définitions. La définition physique, le rapport au désordre, à ce que les physiciens appellent l'entropie, l'immortalité au sens de l'objet, donc l'objet, des objets qui sont dans l'univers. On avait vu le deuxième type de définition, la définition au sens biologique du terme. Là c'est plutôt le vieillissement qui conduit à l'arrêt organique. Et on avait dit que la seule définition, enfin la définition biologique la plus cohérente que vous pouvez trouver de la mort, je ne sais pas si quelqu'un se souvient de ce qu'on avait dit, la mort au sens biologique, de celle-là au sens biologique. Exactement. Juste l'accroissement statistique de la mort, de chance de mourir. C'est ça en fait la définition de vieillissement. Donc c'est intimement lié à la mort. En dehors même de tout ce qui est notre rapport au vieillissement, notre rapport esthétique, notre visibilité, les mises en scène qui peuvent exister, c'est ça du point de vue biologique. Et puis on avait parlé aussi un peu de la mort au sens social du terme, évidemment, le rapport à l'assurance, le rapport à la spéculation, sur les limites même de ce qu'on peut appeler la vie. Et on avait vu la mort au sens psychique du terme. C'est là où on avait un petit peu parlé de Freud, mais pas seulement de Freud. On a vu finalement que du point de vue psychique, du point de vue intellectuel plutôt, la mort ne nous regarde pas. On avait repris Épicure, si vous vous souvenez. Lorsque nous sommes morts au sens organique, ça ne nous regarde pas, puisque nous sommes morts. Du point de vue psychique, ça ne nous regarde plus, a priori. Et puis tant que nous ne sommes pas morts, ça ne nous regarde pas non plus, puisque nous sommes vivants. Donc en définitive, la mort au sens psychique du terme, c'est autre chose que ce moment particulier qu'on pourrait appeler la mort au sens biologique. C'est autre chose, et c'est ce que j'avais fini par appeler l'angle mort. C'est un angle mort dans notre perspective existentielle, c'est-à-dire la possibilité sans cesse réitérée, l'incertitude sans cesse réitérée, qu'il m'arrive quelque chose qui n'était pas prévu, qui n'entrait pas, c'est pour ça que j'ai employé le mot, d'ailleurs, je vous dis angle mort, parce que ça, je ne vous l'avais pas dit, c'est l'image du miroir. Donc dans un miroir, il y a un angle mort. Or, c'est un angle mort, c'est-à-dire c'est une fuite de repères dans notre spéculation, et comme vous le savez, spéculum, ça veut dire miroir. Donc, c'est un angle mort dans notre spéculation, sur l'avenir, sur ce que vont devenir. Et on est tout le temps en train de spéculer, c'est-à-dire, on est tout le temps, et là on va y revenir justement, en train de se raconter, puisque spéculer, c'est se raconter, c'est raconter ce qu'on va faire individuellement, ou raconter ce qu'on va faire collectivement, en groupe, en famille, etc. Donc on raconte une histoire, mais quand on raconte une histoire, on ne fait pas que raconter l'histoire dans le passé, il y a toujours une tension entre le passé
qui est le prétexte à une spéculation sur l'avenir. C'est-à-dire ce que le langage commun appelle se projeter. On se projette. Et donc en définitive, là je vais passer donc à la question maintenant plus au-delà de la définition de la mort et de la mortalité. C'est plus au travail, à la réflexion qu'on va essayer de mener aujourd'hui. Donc vous voyez bien que le désir d'immortalité, s'il y a désir d'immortalité, je crois qu'il y a désir d'immortalité, je pense qu'il y a souvent une fausse manière aujourd'hui de contrecarrer ce désir d'immortalité en prétendant qu'il n'y est pas, et vous verrez comment, je vais essayer de l'évoquer, mais ce désir d'immortalité, c'est un désir de narration, c'est-à-dire un désir de spéculation. On spécule sur quoi? On spécule sur l'identité. En fait, c'est un désir d'identité. S'il existe, c'est un désir d'identité. Raconter deux types d'histoires. Et là, c'est bien parce qu'en anglais, il y a deux mots. Mon histoire individuelle, story, et le dépassement de mon histoire individuelle dans une histoire, dans un récit collectif, history. Alors si je vous disais qu'on combat ce désir, ou qu'on prétend même qu'il n'existe pas, et que ce n'est pas une caractéristique humaine, souvent on utilise justement ces arguments pour montrer tous les aspects fallacieux, fantasmatiques, irréalistes, voire stupides, dangereux de ce qu'on appelle assez vaguement le transhumanisme. Et vous avez vu au cours déjà du premier semestre que c'était beaucoup plus compliqué que ce qu'on imaginait. Mais on a tendance à dire, lorsqu'on veut critiquer donc le transhumanisme, dire c'est comme si la perspective de l'immortalisation technologiquement assistée était insupportable. C'était ça qui était insupportable. Après tous les articles de bioéthique aujourd'hui qui parlent de l'immortalité dans les termes du transhumanisme, ils disent c'est pas supportable. Enfin, l'homme ne supporterait pas d'être immortel. Il y a plusieurs raisons, on pourra les évoquer, mais il y a deux types de raisons. Des raisons qu'on pourrait appeler, qui ont des caractéristiques externes. Il y aura un problème démographique, évidemment, si on meurt plus. Un problème de reproduction, qu'il faudra techniquement trouver autre chose, plus se reproduire. Puis toute une série de problèmes qui découlent de cela, économiques, d'inégalités devant la santé, devant la mort. Tout le monde ne pourra pas y avoir accès. Enfin, vous avez toute une série de problèmes qui vont découler de ça. Découler de cette première série. Et vous avez ensuite des justifications que j'appelle moi internes. Et ces justifications internes, elles relèvent essentiellement, après elles peuvent se décliner d'une multitude de manières, mais elles relèvent essentiellement qu'il y aurait perte du désir même de vivre, puisqu'il y aurait perte de la tension désirante qui fait la vie. Pourquoi? Parce que nous n'arriverions plus à fixer de but, parce que vivre sans fin, ça serait vivre sans finalité. Et vivre sans finalité, c'est vivre sans but, donc il y aurait une sorte de conjonction entre sans fin, sans finalité, sans but. Et donc quelqu'un qui vit sans finalité, qui vivrait sans but, il n'y aurait pas de raison de vivre, donc en définitive, son désir même de vivre se dissoudrait. Alors paradoxalement, ce qu'essayent de nous dire ceux qui ont cette position, c'est que, c'est assez paradoxal, mais c'est assez drôle, c'est que vivre immortel conduirait au suicide. Si on résumait la position, parce que je dis là, c'est-à-dire ça voudrait dire ça serait suicidaire. Puisque si on analyse ce que Durkheim appelle le suicide anomique, dit le suicide, il y a plusieurs types de suicide chez Durkheim, pour ceux qui connaissent un peu, il y a le suicide, on se suicide pour réagir contre un système, ou ça peut être le suicide justement djihadiste, par exemple, ou alors pour se conformer à un système. Et Durkheim dit qu'il y a un autre type de suicide, c'est le suicide anomique. C'est le suicide dans lequel on se suicide parce qu'on ne sait pas pourquoi on se suicide. C'est justement pour ça qu'on se suicide. C'est-à-dire c'est l'absence de normes. On tombe, il n'y a aucune raison de se suicider, justement c'est quand même embêtant, parce qu'il n'y a pas de raison non plus de vivre.
C'est la perte, si vous voulez, de raison, c'est la perte de normes, anomie. C'est un concept qui a été quand même passablement utilisé ces derniers temps pour dire aujourd'hui on a une jeunesse de plus en plus anomique. Les sociologues, souvent, sans savoir exactement ce que ça veut dire, parce qu'il y a quand même des caractéristiques. Alors ça, vous le retrouvez, je regarde là, parce que vous le retrouvez dans toute une série, la liste est très longue en réalité, donc je ne vais pas faire toute la liste parce que ça prendrait, puis analyser le contenu, ça prendrait tout le séminaire, de romans, de livres de philosophie, où ces deux séries de raisons sont sans cesse, j'allais dire, évoquées, voire invoquées presque religieusement, comme une invocation. J'en prends quelques-uns. Un qui est extrêmement célèbre du point de vue philosophique, c'est Hans Jonas. Peut-être qu'il faut que je ferme, non? Je sais pas. Ouais. Je ne sais pas, parce que je trouve qu'il est chaud. Hans Jonas, le célèbre philosophe qui est à l'origine du célébrissime, encore plus célèbre que lui, hein. Et Dieu sait s'il est célèbre, le célébrissime principe de précaution, qui est supposé dans nos sociétés remplacer le principe de prévention. Donc peut-être on en a un peu parlé. C'est-à-dire l'idée, ce qu'il appelle l'heuristique de la peur, apprendre à avoir peur du futur. Donc Hans Jonas, en dehors de tout ce dont on aurait pu discuter sur le... Parce qu'il est au fondement de ce qu'on appelle aujourd'hui la bioéthique. C'est-à-dire, toute personne aujourd'hui qui fait de la bioéthique, se réfère à Hans Jonas même s'il ne l'a jamais lu. Alors qu'il ne le sait pas parfois, pourquoi s'il se réfère à Hans Jonas. C'est comme des gens qui parlent d'éthique sans parler de bioéthique, ils se réfèrent tous à Kant. Qu'est-ce qu'ils se réfèrent? Ils se réfèrent tous à Kant sans le savoir. Bon ben là, tout le monde se réfère à Hans Jonas sans le savoir. Mais ce qu'il faut... Il y a un passage de la pensée d'Hans Jonas dans son fameux bouquin, Le principe responsabilitaire, qui est rarement évoqué, où il explique que ça sera possible, probablement, de devenir immortel. Donc lui, le grand philosophe respecté de l'éthique contemporaine, de la bioéthique en particulier, qui nous dit justement qu'il ne faut surtout pas chercher dans cette direction parce que ça va arriver. C'est ce qu'il dit. Il faut faire attention parce que ça va arriver. Au passage, c'est ce qu'on appelle l'obscurantisme. Je prends pas, vraiment, quand je dis ça, je ne porte même pas de jugement de valeur. La définition de l'obscurantisme, c'est une stratégie de méconnaissance. C'est-à-dire quand on dit, il serait mauvais de connaître ceci, il serait mauvais de pouvoir agir dans cette direction. Donc après, on peut émettre toutes les raisons qu'on veut, mais c'est ça la définition de base de l'obscurantisme. C'est-à-dire qu'on obscurcit volontairement son horizon de connaissance. C'est une définition de base. Pas, je vous dis encore une fois, c'est pas idéologique. C'est ça l'obscurantisme. Donc, ce que nous propose Hans Jonas, c'est d'être obscurantiste, du point de vue scientifique. Voilà, la définition. Pourquoi? Parce que, si ça se trouve, ça va marcher. C'est ce qu'il écrit dans la science. Si ça se trouve, ça va marcher. Et alors là, si ça marche, c'est l'horreur de l'horreur. Il reprend toute la série d'arguments, pas la peine que je vous développe, que je viens de vous donner, soit des arguments externes, soit des arguments internes. Il faut absolument éviter ça, parce que ça serait la fin de l'espèce humaine. C'est la fameuse thèse qui est tirée, c'est un élève d'Heidegger, donc l'être pour la mort, dans Être et temps, là où il construit cette idée d'être pour la mort, c'est-à-dire ce qui fait la spécificité de l'être humain, c'est qu'il est un être pour la mort. Et que finalement, si on lit Heidegger et relu par Hans Jonas dans la version bioéthique, ces gens-là ne nient pas que la mort provoque une angoisse, mais c'est une angoisse qui a une nature un peu spécifique. C'est une angoisse, on pourrait dire, ontico-ontologique, c'est-à-dire que c'est une angoisse existentielle, donc c'est une angoisse précieuse. Et qu'il faut garder cette angoisse le plus possible, parce que sans elle, il n'y a plus la tension. C'est un appel à l'angoisse. Parce qu'il emploie le mot d'angoisse. L'être pour la mort, c'est ça qui provoque cette angoisse. Cette angoisse, c'est ce qui provoque cette tension, etc. Ce qu'il explique dans Être et temps, enfin, c'est peut-être même le cœur, finalement. Il dit que le déracinement moderne, et le déracinement moderne par la technologie, on a une source aussi quand on lit. Le déracinement moderne par la technologie, même si Heidegger, lui, n'envisageait pas encore
l'abolition de la mort dans la perspective, ou du moins dans sa perspective critique, en Jonas, il est dans cette continuité, il va jusqu'au bout de ce que nous dit Heidegger, parce que lui, il pense que c'est dans l'horizon, ça va arriver. Il ne faut absolument pas que ça arrive, parce qu'on perdrait l'angoisse, donc on perdrait la tension, au sens de tension. Voilà. Et puis après, vous avez de la littérature, avec, je pense à José Saramago, les intermittences de la mort. Je ne sais pas si vous avez lu le bouquin. D'un seul coup, il y a un pays avec des gens qui se rendent compte qu'ils ne meurent plus. C'est terrible. Alors au départ, ils sont contents, mais tout très vite, ils ne sont plus contents du tout. Ça devient un problème de sécurité nationale. Et il y en a certains qui ne supportent plus, donc ils essayent de passer la frontière en secret, et il y a eu toute une pérégrination, pour aller mourir en passant la frontière de l'autre côté. Pour vous voir continuer à être un être humain digne d'humanité, il faut qu'il arrive à mourir. Donc c'est la quête de la mort. C'est étonnant quand même. C'est quand même étonnant. Vous avez Barjavel, le grand secret. Moi j'ai adoré Barjavel, le grand secret. C'est vrai que le livre est bien. Alors, bon, c'est horrible de parler de Barjavel, le grand secret, parce que pour ceux qui lisent, qui ne l'ont pas lu, toute la tension dramatique du bouquin repose sur ce qu'est ce grand secret qui n'est pas dit au début. C'est-à-dire que De Gaulle a appris qu'il passe un truc, qu'il parle à un tel, qu'il parle à Néron, je crois qu'il machin, etc. Ils sont les autres, il se passe un truc incroyable. Hein. Et en fait, il y a un virus terrible, le pire de tous les virus, qui s'abat sur l'humanité, mais le virus absolument horrible. Hein. Le virus, on ne peut pas faire plus. À côté Ebola, c'est vraiment, c'est rien. C'est le virus de l'immortalité. Et alors là, c'est une logique, donc on contient les gens sur une île, dans un endroit, il ne faut pas qu'ils sortent, on ne comprend pas ce qui se passe, c'est l'horreur, tout est foutu, c'est vraiment... Ce qui est marrant, c'est que quand vous discutez avec des gens de mort, immortalité, etc., ils vous ressortent ces arguments qui sont dans l'inconscient collectif moderne, comme si c'était des arguments imparables et en même temps absolument nouveaux. Alors que c'est en réalité la pensée unique sur le rapport à la technologie et à la mort. Ça. On dit, je peux trouver encore d'autres romans, dit de manière multiples et variées. Gunther Anders, on pourrait parler philo, vous avez Barjavel, vous avez bien sûr le Dracula, toujours en négatif. Parce que lui, j'ai pris des exemples, chaque fois avec leurs différences. Là, c'est par rapport au côté social, en fait, Dracula, le côté négatif. C'est parce qu'il est immortel, mais au détriment des autres, du sang des autres. Donc il est immortel au détriment de la vie des autres. Je ne sais pas ce qui se passe. C'est quoi ça? C'est mignon. Ah, c'est mignon. D'accord, ça va. Quand je parle fort, à la limite, ça va. Bon, Oscar Wilde, The Portrait of Dorian Gray, comme vous le savez, le côté laideur moral, c'est-à-dire quand on choisit l'immortalité, c'est laid. C'est-à-dire qu'on peut rester jeune extérieurement, mais plus on reste jeune extérieurement, plus on est laid intérieurement. Plus on s'en laidit. Donc le rapport à la morale. Eugène Sue, le juif errant, Huxley, toujours c'est les mêmes logiques. After Many Summers, Borges, l'immortel. C'est marrant le roman de Borges, l'immortel, parce que c'est un soldat romain qui, par hasard, devient immortel, enfin plus ou moins parce qu'il boit de l'eau d'un fleuve, et après ça devient tellement horrible. Pareil que l'autre qui veut passer la frontière pour enfin mourir, parce qu'on ne meurt pas dans ce pays, lui, il cherche un fleuve qui permettrait de le faire mourir. Alors on voit l'immortalité, ça devient le mal, parfois même la figure du diable, parce qu'il se diabolise finalement Dorian Gray. Ou c'est même la figure c'est plutôt la malédiction en tant que telle, enfin c'est horrible, c'est quelque chose, le virus, la malédiction, ce qu'on pourrait appeler des contes négatifs. C'est peut-être pas un hasard non plus, aussi, si c'est tous ces contes négatifs, toutes ces images négatives apparaissent à l'ère moderne. Alors la plupart du temps, la plupart des auteurs vous disent « Mais oui, mais si ces contes négatifs apparaissent à l'ère moderne, c'est parce que c'est une prise de conscience des aspects destructeurs de la technoscience. » Ça, c'est, on pourrait dire, la scolastique sur ce genre. Dire « Oui, mais c'est parce que, bien sûr, les aspects, la technoscience est monstrueuse, destructrice, etc. » Donc toute la pensée dite critique de l'école de Francfort est fondée là-dessus, enfin, via Heidegger, et puis même Hannah Arendt et d'autres, on va parler d'Hannah Arendt.
Moi, je me demande, et là, ce serait plutôt Michel Foucault qui aurait une clé, je me demande si, en réalité, c'est au moment où l'immortalité devient de moins en moins plausible, c'est pas moins le pouvoir de la technoscience qui finalement est relativement limité, même s'il a l'air, en tout cas, des 50, 60, 70 très quand même importantes, prendre la place plus dans le discours que dans la réalité de ce que peut effectivement faire la technoscience, du moins à ces époques-là, surtout sur le plan médical. Je crois qu'on en avait un peu parlé d'ailleurs. C'est le moment où il est de moins en moins plausible de croire à l'immortalité telle qu'elle est, sans cesse rêvée cette fois en termes de compte positif, c'est pour ça que je disais compte négatif, de termes de compte positif, globalement, dans l'ensemble de l'histoire de l'humanité jusqu'à la modernité, ce qu'on pourrait appeler la modernité très vite, hein, qu'à ce moment-là, on se trouve dans une situation où on fait comme si on ne désirait pas, parce que ça serait trop insupportable, de savoir que c'est impossible. Donc on préfère abandonner officiellement son désir via une critique un peu abstraite de la technoscience, en raison même d'un sentiment plus profond, au-delà de cette critique, qui est un sentiment d'impuissance, nouveau. C'est comme, je vous renvoie aux 3 dissertations de la généalogie de la morale de Friedrich Nietzsche. Et souvent, vous savez, en gros, moi je le résume, la généalogie de la morale de Friedrich Nietzsche, il dit, la morale, il faut chercher son gène producteur, d'où elle vient. Il ne faut pas s'attacher seulement au discours extérieur. Et souvent la morale, pour lui la morale bourgeoise est sur ce modèle-là, la morale chrétienne, on pourrait dire la morale chrétienne avancée en phase d'embourgeoisement, 18e, 19e siècle, fait partie de ce courant-là, s'est transformé, je résume, je le dis dans mes mots, c'est ce que j'en ai compris en tout cas à la lecture de ces 3 dissertations, s'est transformé son incapacité en devoir, c'est ça la morale pour Nietzsche. C'est-à-dire, le sentiment d'impuissance est tellement insupportable qu'on fait comme si ce n'était pas qu'on pouvait faire autrement, mais c'est qu'on fait comme si c'est ce qu'on veut. Et c'est beaucoup plus acceptable. Et d'ailleurs, c'est ce qui, d'après Nietzsche, provoque ce qu'on appelle aujourd'hui l'instinct grégaire. C'est ce qui fait, vous avez remarqué que vous avez toujours de bons amis, si vous arrive quelque chose qui, à vos propres yeux, a l'air extrêmement positif. Vous réussissez dans un domaine, ou alors d'un seul coup, vous avez même des choses très prosaïques. Vous avez une coiffure qui vous rend extrêmement beau, ou vous êtes extrêmement joli, etc. Vous avez toujours des amis qui vont vous donner des conseils de morale incroyables, en vous expliquant qu'eux, ils ne feraient jamais ça. Ouais. Ah mais, comment ça, mais, non mais, par exemple, tu as réussi le concours de Normal Sup, non mais c'est vraiment nul. Ne le fais pas, enfin moi si j'étais toi, après tu vas t'embourgeoiser même intellectuellement. Et tu vas rater énormément de choses, enfin ne fais pas ça surtout, enfin, tu vas rater ta vie, mais ils finissent par le penser vraiment, hein, les gens qui vous disent ça. Mais en réalité, ils transforment leur incapacité en devoir, c'est beaucoup plus facile. C'est la transformation de la capacité en devoir. Et moi je me demande si c'est pas une clé plus pertinente, non pas de réfléchir à partir de la surpuissance supposée de la technoscience qui, jusqu'au début des années 2000, ne faisait pas grand-chose, en réalité. Genre, du point de vue de la médecine, je crois que vous en avez parlé, vous savez, la médecine, c'est quand même surévalué. Aujourd'hui, il se passe des choses, justement, en raison des NBIC, c'est-à-dire de la convergence dont on a très largement parlé, mais qui n'est plus, justement, le fait de la médecine au sens strict. C'est pour ça que ça marche. C'est pour ça qu'il y a quelque chose de nouveau qui est en train de se produire. Mais enfin, je vous renvoie à Ivan Illich qui a écrit Némésis médicale, où il vous montre qu'il y avait des études de iatrogénèse médicale. En France, c'était interdit, hein, parce que la sacralité de l'acte médical. Iatrogénèse, iatros en grec, c'est le médecin. Des études qui étaient faites sur l'impact global de l'intervention du médecin. Qu'est-ce qui est généré? C'est-à-dire qu'il y a un objectif, c'est de guérir d'une infection donnée, ou de soigner au moins une infection donnée, mais il peut y avoir d'autres phénomènes. Et donc c'est des études statistiques, des études d'impact en quelque sorte, sur l'organisme. Et donc les études de iatrogénèse montraient par exemple que des individus aux États-Unis sur des échantillons assez larges,
qui avaient un cancer des poumons à je ne sais plus quelle phase, je crois que c'était phase 3, quelque chose comme ça, ceux qui refusaient le protocole médical et ceux qui subissaient le protocole médical, c'était ceux qui refusaient le protocole médical qui en moyenne vivaient plus vieux. Parce qu'il y a des effets induits sur le système immunitaire, etc. C'est pour vous dire le niveau de la médecine. Parce que nous, on se représente la médecine comme étant... La médecine, c'est un cas mais extrêmement intéressant, c'est pour ça que j'y reviens. Parce que c'est vraiment le cas où il y a une surévaluation du pouvoir de la science. Parce que le médecin, c'est celui qu'on voit en blouse blanche, c'est celui qui d'un seul coup gère ce que nous avons, et nous dit ce qu'est la vie. Et en même temps, c'est quasiment la science la plus en retard. Plus depuis le début des années 2000. Mais c'est quasiment jusque dans les années 80, il y a une science. À côté, on a la mécanique quantique, on fabrique des fusées depuis un moment, etc. Mais on ne sait pas ce que c'est qu'une migraine. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand on dit qu'on ne sait pas ce que c'est qu'une migraine, ça veut dire que ça ne veut pas dire qu'on n'a pas des hypothèses. Ça veut dire que du point de vue scientifique, on a une multitude d'hypothèses qui peuvent avoir ce qu'on appelle une cohérence interne, mais en même temps, on n'arrive pas à choisir entre les unes et les autres. Donc on ne sait pas ce que c'est. C'est la définition. Il y a d'autres choses où on ne sait pas ce que c'est. On ne sait pas pourquoi la glace flotte, par exemple. Ah, vous pensez tous qu'on sait très bien pourquoi la glace flotte. Non, non, on ne sait pas pourquoi la glace flotte, parce que, en réalité, on a des hypothèses pour justifier que la glace flotte. Mais c'est uniquement parce qu'on la voit qu'elle flotte qu'on choisit l'hypothèse qui confirme ce qu'on voit. Sinon, si on ne la voyait pas, on n'aurait aucune raison de choisir une hypothèse plutôt que l'autre. C'est pour ça que je dis qu'on ne sait pas pourquoi la glace flotte. Ben, c'est pareil pour la médecine, jusqu'au début des années 2000. Moi, je me souviens d'un médecin un jour à qui je disais ça dans un congrès de médecine, parce que j'ai écrit un livre avec Jean Bobéro sur le sujet, qui s'appelle Sacrée médecine. Et je disais ce genre de choses, et à un moment donné, il y a un médecin qui était... La plupart des médecins qui étaient là, il la ramenait pas trop, parce qu'ils sont un peu au courant quand même que c'est comme ça. Que bon, ils ne savent pas trop ce qui se passe. Pourquoi il y a un impact. Il y a 3 manières de justifier une science pratique, c'est-à-dire que c'est la cohérence, la correspondance, ou les effets. Pas 36 manières. La cohérence interne du raisonnement. La correspondance à des faits, c'est-à-dire on regarde empiriquement, ça se reproduit comme ça, ou l'impact de ce qu'on fait. C'est les 3 manières de valider des lois scientifiques. Parfois, il y a... En médecine, c'était essentiellement l'impact. C'est-à-dire on ne sait pas du tout ce qui se passe à l'intérieur, mais c'est pas grave. On remarque qu'il se passe ça, quand on fait 10 fois la même chose, il se passe ça. Et là, je me souviens, j'expliquais ça dans un congrès de médecins, qui avait eu l'idée étrange, c'est toujours bizarre de m'inviter, et qui me disent, et un qui me dit, oui mais maintenant on a ce qu'on appelle, comment il s'appelle ça, je ne sais plus ce que c'était, c'est un truc du genre, l'evidence medicine, quelque chose comme ça. En prononçant, je lui dis, mais c'est pas parce que vous allez le prononcer en anglais que ça va changer quelque chose. C'est-à-dire, pendant à peu près un demi-siècle, il y avait tous ces noms de médicaments latinisés et hellénisés qui vous donnent un sentiment de scientificité, de pouvoir symbolique sur le patient. C'est pas parce que maintenant vous trouvez que ça fait plus in de le faire en anglais que ça change grand-chose. Parce que evidence medicine, ça veut seulement dire médecine qui fonctionne avec des preuves. C'est classe, hein. C'est un sacré progrès. Hein. Ça veut dire que ça devait être grave avant quand même. Vous voyez, c'est un sacré progrès. Toujours est-il, hein. On va arrêter de taper sur la médecine parce que maintenant elle se porte de mieux en mieux, mais avec de plus en plus de difficultés du point de vue du statut des médecins, parce que pour le coup, ça se diversifie tellement, hein, et ça devient tellement technologiquement avancé que c'est plus difficile. Alors, si on sort de ces espèces de critiques qui me sortent de ces contes négatifs, et si on approfondit, on a le sentiment qu'il y a comme une sorte d'exorcisme d'un désir plus secret, mais un exorcisme désespéré, sans espoir. Et ça, on le retrouve dans la structure même de la langue. Parce qu'à côté, ça, c'est que, vous savez, c'est ce que disent les linguistes, enfin oui, c'est-à-dire que la langue parle pour elle-même, quoi qu'on essaye de lui faire dire explicitement. Elle parle quand même pour elle-même toute seule, quoi que vous essayez de dire. Donc là, on essaye de dire, Saramago, Hans Jonas, Barjavel, c'est horrible l'immortalité. Il faut absolument arrêter tout ça. Mais en même temps, la langue, elle nous dit, même eux, lorsqu'ils parlent, ils disent, quand ils veulent dire,
c'est une beauté extraordinaire, c'est une beauté ineffable. C'est ineffable en soi, ça devient symbole de beauté, hein. Ça devient poétique. Une œuvre immortelle, une beauté ineffable, je vous disais, un bien, quelque chose qui est ineffable, qui est immortel, ben ça devient le bien en soi aussi, dans la langue elle-même, là. Pas parce qu'il est recomposé ensuite dans ces contes négatifs, mais la langue elle-même, elle nous dit que c'est beau, qu'on ne rêve que de ça. Que si parce que c'est beau, c'est parce que ça dure, ça ne vieillit pas, ça ne meurt pas. Au-delà même du rapport historique, simplement historique. Même Hannah Arendt, je vous disais avec qui je ne suis pas complètement d'accord, même Hannah Arendt, dans Conditions de l'homme moderne, ce livre extraordinaire, nous dit que l'essence du politique, c'est l'immortalité. Enfin, quelque part, c'est l'immortalité. Je crois que je l'avais dit. Je l'avais dit la dernière fois, voilà. Et que les questions, tout ce qui est périssable, c'est seulement de l'économique. Donc il y a un rapport politique-économique entre périssable et immortel. Et le politique, qu'est-ce qu'il fait? Ça, c'est la définition de Hannah Arendt. Il sacrifie le présent économique à son immortalité. C'est ça la grandeur politique. Alors en même temps, il y a quelque chose de désespéré aussi. Parce qu'elle, elle en revient à dire, mais finalement, c'est ça le sens même de l'immortalité. Alors que ça veut seulement dire, pareil, généalogie de la morale, on ne peut pas faire autrement. C'est un transfert, on pourrait presque dire, au sens freudien du terme, un transfert de la story individuelle, de ma narration individuelle, que je ne peux pas perpétuer, je vois bien qu'elle est limitée, dans l'history collective. C'est essayer de se porter, d'être porté même, par la mémoire collective, d'être statifié dans l'œil de l'histoire. On retrouve ça d'ailleurs aussi chez Kundera, je crois que vous avez parlé sur le geste d'immortalité. Le geste d'immortalité, c'est pas mal parce que Kundera nous dit, le geste d'immortalité, bon là c'est sur la France l'immortalité, hein, mais en réalité, c'est le kitsch. Ce qu'on appelle le kitsch, c'est le sentiment que tout est parfait, c'est vouloir ne voir que ce qui est parfait. Donc vous savez, le kitsch au sens esthétique du terme, c'est-à-dire que c'est rose bonbon partout, c'est parfait, ou alors le kitsch communiste, ça se présente dans une sorte d'état de perfection, ça veut dire quoi? D'immuabilité, comme si ça avait toujours été là. Ils sont sur la place rouge. C'est pas terne, c'est parfait, une sorte de perfection. C'est oublier ce que dit Kundera aussi, c'est comme une salle de bain brillante, où on ne voit pas, on se refuse à voir les tuyauteries excrémentielles, enfin tout ce qui fait fonctionner, c'est-à-dire que tout ce qui temporalise, tout ce qui fait que ça existe dans le temps, tout ce qui fait que ça sera un jour détruit, tout ce qui fait que c'est mortel, hein, on pourrait dire. Et d'ailleurs, dans l'immortalité, justement, où il travaille sur le kitsch plus occidental, c'est le geste d'immortalité, finalement, c'est la narration, si on va jusqu'au bout. C'est de la narration parce que c'est exister dans les yeux de l'autre. C'est-à-dire que je veux exister dans les yeux du partenaire que j'ai en face de moi, de l'amour de ma vie. Exister dans les yeux de la foule, exister dans les yeux de Dieu. L'œil dans la tombe et regarder qu'un. C'est l'œil, donc ça suppose l'exhibition, exister sans cesse, de façon scénique. C'est pour ça d'ailleurs, je reviens sur un point que j'avais déjà partiellement traité, c'est pour ça d'ailleurs que la réalisation de l'extinction de l'espèce, de l'extinction irréversible de l'espèce, mais collectivement, puisque on sait que les espèces ont une durée, donc si l'espèce humaine est une espèce, therefore, il y a une durée, donc une limite. Ça pose un problème par rapport à ce que soulève Hannah Arendt, c'est-à-dire on est porté par l'histoire, on est porté par le politique, mais le politique, ce n'est rien d'autre du collectif. Si le collectif existe lui aussi comme un être d'espèce qui va être aussi anéantir, c'est-à-dire que la réalisation de l'extinction de l'espèce, de la fin, terminaison de tout collectif, pose un problème encore plus grave, c'est l'anéantissement de l'exhibition historique, de toute exhibition historique possible, comme compensation de la mortalité individuelle. Alors,
Oh, c'est de plus en plus fort. Donc, le désir d'immortalité, en réalité, c'est ce que je veux essayer de démontrer. Après la réalisation, etc., c'est autre chose. Il est quasiment consubstantiel de ce que j'appelle le désir d'être. D'ailleurs, quand on parle de l'être en tant qu'être, ce qu'on veut dire quand on donne une définition de l'être, même les philosophes donnent une définition de l'être, ils veulent dire que l'être, c'est ce qui est immuable. Sinon, ça n'a aucune raison d'être de l'être. Mais alors, ce qui est marrant, c'est que par un retournement de situation, aujourd'hui, on va nous dire que si, d'aventure, l'être humain envisageait sérieusement l'immortalité dans son champ de perception, ça serait plus un être humain, donc plus un être. Alors que la question de l'être, c'est la question de l'immuabilité. Dans toute l'histoire de la philosophie. C'est quand même paradoxal. Alors, je pense que je l'avais déjà traité, donc je ne sais plus, parce que parfois je ne sais plus ce que j'ai traité ou retraité. Mais pour faire un tout petit peu de paléoanthropologie sur ce qui fait la thèse sur le langage, l'outil, le rituel, j'avais fait ça, il me semble, non? Ouais, parce que c'est quelque chose que j'affectionne particulièrement, on a fait marotte, donc comme j'affectionne ça particulièrement, que je l'avais bien verrouillé intellectuellement, j'en parle souvent. Et là, il se trouve que ça serait intéressant de rien voir ça en mémoire. Donc si vous vous en souvenez plus ou que vous ne l'avez pas eu, je vais le réitérer rapidement et vous allez voir ce que je veux dire. Pourquoi est-ce que le désir d'être, il est consubstantiel de cette question de l'immortalité, de ce désir profond de l'immortalité. En dehors du simple constat que être, ça veut dire c'est l'immuabilité déjà. En dehors de ça, mais pour aller plus loin. Lorsque on essaye de savoir ce qu'est un humain, c'est ça l'objectif de la paléoanthropologie. À partir de quand ça commence? Un processus d'hominisation. À partir de quand on est humain? À partir de quand c'est l'homme? Déjà, c'est intéressant parce que ça veut dire qu'il faut qu'on raconte une histoire. À partir de quand ça commence? Alors que sur le fond, what's the point? Mais juste parce que ça permet de raconter l'histoire de l'humanité. Donc ça crée de la narration. La paléoanthropologie, elle est narrative. Elle ne sert pas à grand-chose du point de vue de ce qu'on peut réaliser avec technoscientifiquement. Mais on est content, parce qu'on le sait quand ça a commencé. Du moins, on croit le savoir. Voilà, exactement. Donc on est content, c'est déjà ça. C'est un bon début. Mais, en tout cas, qu'est-ce que nous dit maintenant en tant que science la paléoanthropologie? Il y a une multitude d'hypothèses pour dire ce qu'est l'humain. Il y a l'hypothèse du langage. Alors les humains sont ceux qui parlent. Et le langage, en réalité, c'est un système codé de communication. Système codé de communication. Il est clair que les animaux en ont un aussi. Alors oui, on peut se gargariser d'avoir un système codé de communication plus complexe, avec ce qu'on appelle une grammaire. Enfin, eux, ça ressemblerait plus à du morse, et nous, quelque chose de plus sophistiqué. D'un autre côté, s'il ne nous reste que ça pour déterminer ce qu'est l'espèce humaine, ça fait un peu faible. Une simple différence de degré de complexité, et pas une différence de fond, pas une différence de nature. Alors certains disent non, mais c'est quand même plus, c'est que les humains ont un langage non performatif. Ça veut dire qu'ils peuvent mentir. En gros, ils peuvent faire ce qu'ils ne disent pas et dire ce qu'ils ne font pas. Ils ont un langage non performatif, c'est-à-dire qu'ils peuvent regarder les gens dans les yeux en leur disant qu'ils les aiment et s'en moquer complètement. Et donc, en même temps, le langage non performatif par excellence, ça serait l'art. Il y a quelque chose qui serait fait gratuitement. Mais est-ce que c'est vraiment gratuit, d'ailleurs, quand ils mentent? Est-ce que c'est vraiment gratuit? Si on observe la danse, la musique, etc., on se rend compte qu'il y a quand même des objectifs érotiques, dans la séduction, dans le rapport à l'autre, qui peuvent aussi être amenés à des considérations biologiques, si on est un peu mesquin. Si on est un peu étriqué, on va dire. Et puis d'un autre côté, si on essaye de le rapporter ensuite aux animaux, parler des animaux, on dit, ben,
finalement, il y a aussi des rouges-gorges, les animaux qui chantent gratuitement, presque gratuitement, eux aussi pour la séduction, le printemps, tout ce que vous voulez, mais en même temps, il y a une sorte de surplus, de débordement, de joie, enfin, qui est encore là aussi dans un rapport de degré avec nous, peut-être. Pas si différent que ça. Donc on passe à une autre thèse, la thèse par l'outillage. Tiens, alors l'outillage, les humains, eux, ils ont des outils, les animaux, ils sont là. Sauf que les animaux ont des outils aussi. Les animaux, ils ont des outils. Ils ont un certain nombre d'outils. Bon, il y en a des ratons laveurs, ils utilisent des objets. Il y a des animaux qui font des barrages. Vous voyez, donc, ah oui, c'est encore une différence. On dit, mais non, mais nous, c'est pas pareil. On a des outils d'outils. Des outils au carré. C'est-à-dire, on fabrique des outils avec des outils. Il se trouve qu'il y a des animaux qui fabriquent des outils avec des outils. D'accord? Ils ne sont pas aussi beaux que les nôtres. Pas sophistiqués du tout. C'est sûr. C'est très, très rudimentaire. Outil d'outil, mais ça peut être qualifié quand même d'outil d'outil. Oui, mais nous, c'est encore pas pareil, parce que on diversifie la trousse à outils, ce qu'on appelle la diversification de la trousse à outils. C'est-à-dire qu'on a des outils spécialisés. On regarde, on pioche dans une trousse et on tac, là c'est une fourchette, là c'est ceci, là c'est cela, là tac, 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 tac. On les construit, les outils. On les construit, bien sûr. Oui. On les construit, les animaux aussi les construisent. Mais de façon beaucoup moins... Quand ils font un barrage, c'est une construction moins sophistiquée. Mais ça donne le sentiment que c'est pas construit parce que c'est eux et parce que c'est moins sophistiqué. C'est juste moins sophistiqué. Ils nous servent la mémoire aussi. Alors justement, c'est là où je vais venir ensuite. Mais là, à la base, un outil comme ça, de façon brute, c'est un agencement. C'est un agencement d'objets qui ont une utilité qui est extérieure à mon organisme. Comme ça, un outil. Quand un oiseau fait un nid, on peut s'accrocher pour essayer de faire pareil. Voilà, par exemple, il y a aussi des types d'outillage qui sont extrêmement sophistiqués, qu'on pourrait peut-être arriver un peu à imiter aujourd'hui, mais en réalité, en y mettant toute une technoscience que l'animal lui-même, dont l'animal lui-même n'a pas besoin. Et peut-être ne serait encore qu'une imitation. On a la thèse, mais après je vais revenir sur l'ensemble des thèses. Et on viendra sur l'histoire de la mémoire, parce que je pense que c'est ça justement la clé dans un sens. Parce que mémoire, narration, etc. Et quand on cherche à dire c'est par l'outil en tant qu'outil, on ne trouve que des différences de degré pour qualifier ce qu'est l'homme. Alors on parle ensuite des rituels. On dit l'homme c'est celui qui a des rituels, c'est-à-dire celui qui fait des choses de façon... Alors le rituel au sens le plus basique du terme, c'est-à-dire qui reproduit des comportements. Il s'assoit toujours au même endroit, ou il va toujours au même endroit. Et les rituels, ça a une utilité, c'est une utilité organique aussi, c'est-à-dire que ça permet de libérer une partie du cerveau, parce qu'il y a un certain nombre d'objectifs qu'on a ritualisés. Et donc on peut se consacrer à autre chose. Donc ça permet d'être plus efficace. Et puis, mais il y a la ritualisation, et un type particulier de ritualisation, alors disent d'autres... Un type particulier de ritualisation, c'est la ritualisation de la mort. Alors là, ça serait spécifique à l'humain. Et effectivement, il y a une ritualisation de la mort chez les humains qu'on observe depuis très longtemps, même chez l'homme de Cro-Magnon, mais même avant. Ça a été déjà souligné par une multitude, même l'homme de Néandertal. Mais est-ce qu'il n'y a pas une ritualisation de la mort chez les animaux? Je ne prends pas l'exemple du cimetière des éléphants parce que c'est un exemple qui s'est révélé être un peu fallacieux. Mais en tout cas, il y a d'autres formes de ritualisation liées à l'approche de la mort chez les animaux, c'est-à-dire des comportements spécifiques, ritualisés. Alors on a le sentiment qu'on a perdu de vue cette différence, cette recherche d'une différence qui soit une différence, même si elle n'est pas essentielle, mais au moins ce soit une différence intense entre l'humain et l'animal. Mais si on revient sur l'ensemble des caractéristiques qu'on vient d'évoquer, on se rend compte qu'elles ont quand même un point commun qui n'est pas lié à la différence de degré, aussi bien dans le langage, dans l'outillage, dans le rituel, dans le rapport à la mort. Par exemple, dans le rapport à la mort, puisqu'on parlait de l'homme de Cro-Magnon, on trouve justement des outils, des fleurs, des objets, des choses qui donnent le sentiment qu'on raconte quelque chose. C'est-à-dire que le cadavre est encore vivant, ou quelque part il y a quelque chose qui se passe. C'est-à-dire qu'il y a une mise en scène de continuité, justement.
Bien sûr, je ne vais pas vous parler des empereurs chinois qui se faisaient mettre sur terre avec des soldats et parfois même avec des gens réellement vivants, enfin qu'on tuait pour l'occasion. Pareil en ce qui concerne les pharaons et d'autres types. Mais quand on regarde même le langage, on dit mais qu'est-ce qui fait la spécificité du langage humain? Ce qui fait la spécificité du langage humain, ça va revenir à votre remarque ensuite quand on viendra justement à l'outil, ce qui fait la spécificité du langage humain, c'est au-delà, s'il y a une très forte, c'est-à-dire s'il y a un langage non performatif qui est très large, c'est peut-être moins pour sa non-performativité que parce que la non-performativité permet de raconter quelque chose. C'est-à-dire c'est parce que c'est narratif, justement. Et cette narration, elle permet quoi? De se dédoubler, de raconter notre être moral, de raconter quelque chose de non physique sur nous, de raconter notre âme, si vous voulez. Ce qui nous animerait, qui ne serait pas réductible, simplement, à notre matière physique. Et même lorsque l'on envisage l'outil, on se rend compte que c'est pareil aussi sur l'outil. C'est-à-dire que l'outillage humain, c'est moins sa sophistication qui fait sa différence intrinsèque, c'est que l'outil peut servir aussi à la mémoire. Il peut servir à la mémoire dans le sens où il sert à raconter quelque chose. Quand on mange dans une assiette qui a appartenu à son grand-père, eh bien, bon, l'assiette, elle sert effectivement à manger, mais en même temps, sentiment que la nourriture dans cette assiette, elle n'a pas le même goût, parce que l'assiette nous raconte quelque chose. C'est-à-dire qu'on, même, non seulement nous devenons un être narratif, et nous nous racontons à travers les objets même que nous portons, par exemple les habits, qui ne servent pas seulement à ne pas avoir froid, mais qui servent à dire quelque chose de nous. On le voit même avec l'habillement religieux par excellence. Mais en fait, nous tous, nous sommes comme ça. Je veux dire, même quand on porte des lunettes pour d'autres raisons que simplement y voir mieux. On porte des lunettes aussi parce qu'elles expriment quelque chose de nous, elles disent quelque chose de nous. Et le décorum n'est pas superficiel. Le décorum, c'est l'essence. En l'occurrence. Et enfin, le rituel, évidemment, on se rend bien compte que ce qui fait la différence, c'est pas seulement le fait de reproduire les mêmes choses, c'est que par le rituel, on raconte quelque chose. D'ailleurs, même la ritualisation religieuse, c'est ça. Vous remarquez que la ritualisation religieuse, c'est une histoire. C'est raconter une histoire. Même les chrétiens, ils racontent l'histoire de la scène. Et ils se vivent dans la scène, en train de vivre ce moment. Et ils vivent ce moment comme si c'était immuable, comme si on pouvait le reproduire sans cesse. Le rituel, ça sert à dire, rien n'est irréversible. Qu'est-ce que c'est qui est irréversible? Quelle est la définition biologique de l'irréversibilité? C'est l'entropie, c'est le vieillissement, c'est la mort. C'est irréversible, c'est à la flèche du temps. Donc quand on fait un rituel, c'est pas seulement une simple reproduction, au sens d'une orientation animale du terme, c'est-à-dire c'est plus efficace parce que je m'assois au même endroit et donc mentalement j'aurais pu y penser, je pourrais penser à autre chose, donc je suis plus efficace. C'est que, chez l'humain au moins, je m'assois quelque part, et quand je m'assois quelque part, j'ai le sentiment que c'est réversible. Que la vie même est réversible. J'ai le sentiment du cycle, et le cycle, même l'éternel retour, dans l'éternel retour, il y a éternel. Que ça peut revenir, qu'on a une autre chance. D'ailleurs, lorsqu'on plonge ensuite dans la structure religieuse elle-même, les cosmogonies, c'est quoi? C'est seulement raconter l'avant-avant, avant ce qu'il y avait avant tous les avants possibles, c'est la définition de la cosmogonie. Et lorsqu'on a eu perdu les cosmogonies strictement religieuses, on a reconstitué des cosmogonies scientifiques, avec le Big Bang, ce qu'il y avait avant, la première minute, la première seconde, la première dixième de quart de truc de seconde, et les best-sellers qui se vendent pour savoir les 10 premiers centièmes de seconde après le Big Bang. Best-seller assuré. Structure narrative. Ou alors, pareil, des cosmogonies scientifiques type le processus d'hominisation. Alors là, est-ce que c'est un homme ou c'est un homme? C'est un hominidé, c'est pas tout à fait un homme. C'est un singe du Sud. Est-ce que c'est vraiment un homme? Est-ce que ça l'est maintenant ou pas? C'est fantastique. Comme si la cloche avait sonné l'horloge historique. Et les eschatologies, c'est l'après, après, et que ça, c'est-à-dire que tous les après possibles, après
tous les après possibles, ça c'est l'eschatologie. Trouver une finalité, justement, qui transcende la terminaison. Parce que la finalité, c'est pas pareil que la terminaison. La finalité, c'est un horizon. La finalité, c'est pas la terminaison. C'est pour ça que je fais souvent cette classification. Je ne sais pas si je l'ai déjà faite devant vous, si c'est le cas, ne m'en voulez pas. Entre le désir de survivre, le désir de vivre et le désir d'être. Je ne sais pas si vous vous souvenez, je ne sais pas si je pense que j'ai dû déjà le faire, ça, parce que ça me tient quand même beaucoup à cœur. Et j'y reviendrai encore d'ailleurs, parce que ce n'est pas épuisé. Il ressort de cette classification, je pense. Loin d'être épuisé pour ensuite réfléchir. Le désir de survivre, bon, voilà. C'est sûr que là, c'est pareil que n'importe quel animal, hein, le désir de survivre, c'est-à-dire qu'il faut absolument survivre, aller chercher sa nourriture, faire ce qu'il faut, se reproduire. Et le désir de survivre, c'est toujours dans un rapport à la distance. Hein. Le désir, c'est toujours le rapport à la distance, j'ai oublié de dire. Ah oui. Le désir, c'est toujours négocier la distance entre ce que je vois comme étant moi et mon objet de désir. Vous vous souvenez, c'est parce que la fois dernière, on a parlé de ce que Freud appelait le narcissisme infantile. Le narcissisme infantile, à la base, c'est le rapport à la distance. L'éducation, c'est apprendre à gérer progressivement la distance qu'il y a entre l'objet de mon désir, qui peut être sur la table, et ceux qui sont en face, les convives. Du coup, on gère ne serait-ce que la distance qu'il y a à cet objet, qui n'est pas seulement une distance spatiale, mais qui est le désir des autres. Et donc apprendre à gérer ça, c'est ce qu'on appelle l'éducation. C'est un rapport au désir, directement, à la gestion commune de nos désirs. Donc ça, c'est le désir de survivre. Basique. Hein. Il faut parcourir la distance, ce qu'il faut, il faut faire cet effort. Il faut négocier, au sens de nec osium. C'est pas de tout repos, on ne peut pas rester au repos. C'est le non-repos. Tac, pour se saisir de l'objet. Puis, le désir de vivre. C'est-à-dire, quand on peut, on essaye. Quand on peut, on essaye de survivre mieux. Parce que c'est un peu stressant d'être tout le temps dans l'immédiateté de cette distance à parcourir entre soi et l'objet de ses désirs. Et donc, là, la négociation, c'est une négociation pour survivre mieux. C'est ça que j'appelle le désir de vivre. C'est-à-dire de mettre en place des procédures qui permettent d'économiser de l'énergie. C'est aussi ce qu'on pourrait appeler le luxe objectif. C'est-à-dire on pourrait s'en passer puisqu'on arriverait à survivre. Mais néanmoins, c'est un luxe objectif parce qu'il y a une économie objective d'énergie. Ça, c'est une partie de la technique, mais je pense que les animaux, ils cherchent à faire ça aussi. Ça, c'est ce qu'on a vu quand on disait qu'il n'y avait pas de différence de nature, mais seulement de différence en termes de complexité. Mais le troisième niveau, là, peut-être que les animaux, je ne prends même pas position, mais par contre, c'est vrai qu'on n'arrive pas à le trouver spécifiquement chez les animaux. Ça, moi, c'est sûr. On a du mal à le valider, en tout cas. Les autres niveaux, on peut les valider assez facilement. On peut les valider assez facilement chez les animaux. Ce troisième niveau, c'est ce que j'appelle le désir d'être, ou ce que j'appelle aussi le luxe subjectif. C'est-à-dire que non seulement on pourrait s'en passer, mais ça n'améliore pas ça n'accroît pas notre énergie, par exemple. Pas d'accroissement d'énergie, il n'y a pas d'économie en termes d'énergie. Je donne souvent l'exemple des voitures. Je dis, comment vous allez avec une voiture, vous allez à pied pour aller chercher votre nourriture, donc c'est le rapport à la distance. Il y a une grosse dépense d'énergie, vous arrivez à survivre, mais bon, vous faites que ça. Toute votre vie est consacrée à ça. Donc, il faut absolument tout le temps chercher. Vous inventez un certain nombre de procédures pour négocier avec cette distance. Vous y allez en vélo, vous inventez des procédures, quoi, ou alors vous faites en sorte que les objets en question ils soient plus à disposition. Vous organisez. Quoi, en gros. Et là, il y a une vraie... c'est une organisation. Et là, c'est le premier objectif de la technique, mais de la technique sans qu'elle soit technologique, c'est-à-dire sans qu'il y ait une réflexion, un discours, logos, sur la technique. Comment ? La subsistance. C'est la subsistance. Mais là, c'est la subsistance où on ajoute un niveau, on essaye de faire en sorte que ça se passe pas seulement dans l'immédiateté, c'est-à-dire voilà, on a réussi à économiser, par exemple, conserver de la nourriture, faire un certain nombre de choses objectives. Et le troisième niveau, c'est qu'on va chercher on va chercher sa nourriture, on n'y va pas seulement en voiture, n'importe quelle voiture, on y va en Lamborghini.
où on y va en Ferrari Testarossa, pourtant, je vous dis, c'est petit, on se cogne quand on rentre dans la voiture, les sièges sont brûlants, quand il fait trop soleil, en même temps ça bouge, on peut rouler nulle part, des roues énormes, on passe difficilement, on risque de se la faire voler tout le temps, on va pas plus vite parce que de toute façon il y a la limitation de vitesse, des feux rouges partout, enfin bon, ça a zéro utilité, on peut se demander à quoi ça sert. Et c'est très utile, mais c'est pas utile du point de vue du désir de survivre, du désir de vivre, c'est-à-dire de survivre mieux. C'est utile du point de vue du désir d'être, c'est-à-dire c'est ce que je dis de moi qui compte avec cette Ferrari Testarossa. Alors je prends l'exemple de la Ferrari Testarossa, rouge vif, ou jaune canari, parce que c'est caricatural. C'est je me la raconte, comme on dirait à Marseille, vous voyez, avec ma Ferrari Testarossa. Mais en fait, on se la raconte tous, même sans accent marseillais, en réalité. Ça se voit moins, parce qu'on a des narrations qui sont mieux aménagées. On peut se la raconter en ayant un hôtel particulier dans le 7e arrondissement, extrêmement classe, et une 2 chevaux. Justement, on se la raconte avec la 2 chevaux. Ouais. Je me souviens de Valéry Giscard d'Estaing. Vous savez, il allait, je ne sais plus si c'était une 2 chevaux, mais il partait de l'Élysée, petite voiture, truc vraiment. Valéry Giscard d'Estaing. D'une simplicité. C'est-à-dire vraiment une... Il racontait quelque chose, c'est évident qu'il racontait quelque chose. Il allait manger chez l'habitant. Toc toc, c'est le président de la République. Oh, monsieur le président, mais enfin, oh, mais quelle proximité. Il racontait ça n'a pas très bien marché. Je pense que sincèrement, il a de la chance qu'à l'époque c'était un septennat. Je pense que si ça avait été, je sais pas moi, un quinquennat comme aujourd'hui, ou même 2 ans, ou même 1 an, ça aurait suffi. Comment ? Il s'est brouillé. Voilà. Donc, voilà, et puis la mise en scène, vous avez vu, alors que c'est quelqu'un, la mise en scène au moment où il est parti, Valéry Giscard d'Estaing. Bon, là, le Marseillaise, il est arrivé, au revoir, et tout. Je suis seul, je pars juste, et puis on se filmait avec sa voiture qui part. Ou non, il marchait, je crois. Il s'en va au loin dans la rue. Et tout. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc on voit bien que cette dernière structure, ce désir d'être, en réalité, il finit, non seulement il fignole le désir de suivre et le désir de vivre, mais il finit par être plus important, plus englobant que les autres désirs. Parce que le désir d'être, la narration, ça finit par faire qu'il y a des gens qui sont prêts à mourir de froid pour dire ce qu'ils sont. Ils sont prêts à être des ascètes, c'est-à-dire même à martyriser leur corps, pour dire qu'il n'y a pas que le corps. Ça leur sert à quoi de dire qu'il n'y a pas que le corps ? Qu'est-ce qu'il a comme caractéristique, le corps ? Qu'est-ce qu'il leur a fait, ce corps ? Qu'est-ce qu'il peut bien leur avoir fait, ce corps ? Mais justement, c'est une manière de dire, c'est de poser la question, qu'est-ce que m'a fait ce corps à moi ? Le seul fait de dire, qu'est-ce que m'a fait ce corps à moi, ça veut bien dire, je ne suis pas que ce corps. Tiens, prends ça. Du coup, on peut se demander quand même, lorsqu'on critique la position transhumaniste de façon un peu facile, c'est quoi la différence avec l'objectif des transhumanistes actuels ? À part l'outillage, à part le rapport à la texte, c'est quoi ? Ce que d'ailleurs le leitmotiv, que j'ai déjà évoqué ici, les transhumanistes, extension, c'est-à-dire accroissement de la durée quantitative, et expansion, c'est-à-dire vivre sur un plan élargi. C'est ce que propose le transhumanisme. Extension, continuer à se sentir soi-même, c'est-à-dire la conscience de soi, à se percevoir comme soi-même le plus longtemps possible, c'est-à-dire perpétuer sa propre présence, la présence, se voir soi-même dans une glace, le narcissisme, mais se voir soi-même dans le regard d'autrui, voir que le regard d'autrui me suit, que je continue à exister, donc ma mise en scène continue, donc l'histoire continue. Donc la jouissance de la vie, c'est aussi la jouissance de soi projetée sur la scène de la vie. C'est-à-dire qu'on jouit du regard de ses enfants.
Mais si on jouit du regard de ses enfants, même on le dit aussi prosaïquement dans le langage commun, c'est que dans mes enfants, je vois quoi? Ma continuité. Bah, c'est sûr que si je pouvais continuer tout seul sans eux, il y a des chances que là, sur le moment, on dirait ah, c'est pas possible, puisqu'on est dans un monde fondé sur effectivement ce type de relation. On peut se demander si on ne s'aimerait pas autant qu'eux. On peut demander quel type de choix on ferait. Ah non, évidemment, c'est pas bien comme ça. Donc, avec sa famille, ça sert à ça la famille. Même dans le regard réprobateur, il y a une forme de jouissance. J'en sais quelque chose. Même dans le regard paternel écrasant, on finit par être encore dépendant ensuite et jouir de cette dépendance. Ça qui est grave d'ailleurs. C'est à ça que sert la psychanalyse ici. Ça a vraiment une utilité. Même dans le désir de richesse. Il y a beaucoup de gens qui disent « Ah, le désir de richesse, ça vous ne pouvez pas dire. Hein. Le désir de richesse, c'est du concret, ça. » C'est du concret, le désir de richesse? Le désir de richesse, c'est de l'accumulation. C'est de l'accumulation de... Qu'est-ce que c'est que le capital? Le capital, c'est l'accumulation de potentiel. Qu'est-ce que c'est que le radinisme? La définition existentielle du radinisme. Définition existentielle du radinisme, c'est le sentiment que on voit grandir quelque chose qui n'est pas soi, par exemple un tas d'or, ou un truc, mais c'est pareil que la Lamborghini, ou un truc, ça dépend des caractères, et que ce quelque chose, il est là. Et il est plus fort que nous, il est plus fort que notre matière, c'est du solide. D'ailleurs, c'était ça la définition de l'argent, c'est ce qui est stable. Il y a une obsession dans l'argent. Non mais une obsession. Pourquoi on parle de stabilité monétaire? On est obsédé par la stabilité monétaire. Ce qui aujourd'hui est angoissant, c'est qu'il n'y a plus de stabilité monétaire, mais bien sûr. Et je parle du désir, je n'ai pas dit la réalité, bien sûr. Bien sûr. Hein? La stabilité, le gold, l'or, etc. Alors après, évidemment, ça ne produit pas les effets qu'on imagine. Et puis il y a expansion. On l'a déjà, ça aussi, expansion. C'est pas la peine d'attendre des transhumanistes avec l'idée de vivre dans des mondes virtuels, informatiques, de vivre en démultipliant nos capacités physiologiques, en étant en se branchant notre système nerveux sur des prothèses qui deviennent donc maintenant des prothèses qui ont à la fois la préhension et la sensation, ce dont on a parlé, en accroissant son intelligence, ou au moins en accroissant la complexité de notre système cérébral. D'accord, mais qu'est-ce que c'est ça? Ça, c'est l'expansion. C'est pas seulement l'extension, c'est l'expansion. En se disant qu'on va mettre des capteurs qui seront branchés à notre système nerveux sur un avion. Donc quand on sera dans l'avion, on sentira le vent. C'est expansion. C'est-à-dire, c'est pas extension, c'est expansion. C'est-à-dire expansion du champ d'existence, expansion du champ des expériences possibles, des sensations possibles qui permettent de se sentir plus encore. Et qu'est-ce que c'est que les rêves paradisiaques? Déjà, dans l'Antiquité jusqu'à aujourd'hui, c'est ça. C'est-à-dire, c'est le rêve aussi de l'expansion. Le spiritisme, même encore jusqu'au 19e siècle, même début du 20e siècle. Encore aujourd'hui, il y a des gens qui... Qu'est-ce que c'est? C'est vivre dans des dimensions qui sont différentes. Et même, voilà, par exemple, le chamanisme. Le chamanisme, c'est-à-dire vivre le devenir animal. Mais attention, hein, en humain. C'est-à-dire ne pas vivre le devenir d'un animal, comme ça. Non, le devenir de plusieurs animaux. C'est-à-dire pouvoir être volé comme un aigle. Le rêve chamanique, le voler comme un aigle, être un aigle. C'est voler. Bon, aujourd'hui, on a un avion. Plus de raison d'être chaman. Mais finalement, c'est le même rêve, c'est expansion. Hein. Ou alors être avec des capacités qui seraient la capacité du renard, c'est mystérieux, ou d'autres types de capacités, donc vivre différentes vies en une expansion, pas seulement extension. Avoir des types de sensations différentes, plus fines. On parle de cyberchaman. Pardon? On parle de cyberchaman. Oui, bien sûr. Bien sûr. Aujourd'hui, il y a le cyberchamanisme. De toute façon, aujourd'hui, tout est cyber. Vraiment. Hein. Aujourd'hui, cyberterrorisme. Ben oui, parce que c'est un nouvel espace. L'espace dit virtuel, il est aussi réel que notre espace. Notre espace, il est virtuel. C'est virtuel. La distance qui est entre nous, elle est, à un certain niveau, elle est infranchissable, mais en même temps, il y a continuité entre nous.
C'est le mystère, ce que les mathématiciens appellent le mystère du continu. Alors qu'on sait qu'il y a un lien entre nous, parce que s'il n'y avait pas un lien entre nous, ben on ne pourrait tout simplement pas être en contact déjà à la base. Si on n'est pas en contact, on ne pourra jamais l'être. S'il y a rupture, mais à partir du moment où on est en contact, en même temps, ça veut dire quoi être en contact? Puisque quand même on ne se touche pas. On pourrait presque même dire que lorsqu'on est complètement collés l'un à l'autre, quelque part on ne se touche pas, parce que si on se touchait vraiment, on serait confondus. Si on était confondus, on ne serait plus dans un rapport. Donc il y a toujours de la distance dans le contact, du contact dans la distance, ce qui rend la chose impensable. Ça c'est encore un autre paradoxe. En tout cas, extension et expansion. On le voit dans l'ensemble des grandes traditions, ce désir d'expansion et d'extension, qui en général se traduit justement par ce dédoublement, moi que j'appelle l'être moral, pour dire c'est l'être non physique, moral quand on dit au moral ou au physique. Vous savez, pas seulement l'être moral au sens l'être moralisateur. Mais l'être moral peut devenir l'être moralisateur aussi. C'est-à-dire que c'est à partir de l'être moral, c'est au nom de principe. Principe, ça veut dire, encore une fois, qui sont immuables, qui ne bougent pas, alors que le reste, c'est pas bien parce que ça bouge, parce que ça vieillit, parce que ça change. Vous voyez la langue, ce qu'elle nous dit. Donc au nom de l'être moral, on peut faire de la morale. Mais l'être moral, c'est celui qui se distingue de ma morphologie, de ma simple forme, de ce que je ne suis pas. Mais cet être moral, j'essaye de lui ressembler même physiquement. J'essaye de raconter à autrui que je suis cet être moral qui n'est pas seulement mon être physique. C'est à ça que servent les habits aussi, c'est à ça que servent ces choses. On a des phénomènes, on pourrait dire, pour parler comme les chrétiens, de transsubstantiation. Comme il y a la transformation du pain et du vin dans la chair et le sang du Christ. Mais est-ce que c'est vraiment la chair et le sang du Christ? Est-ce que cette transsubstantiation, ça ne veut pas dire que c'est quelque chose qui a l'air d'être physique, mais en fait, puisque c'est Christ, c'est autre chose? C'est ce qu'on cherchait aussi, ce type de transsubstantiation chez les alchimistes. Les alchimistes, ce ne sont pas des transhumanistes. Mais les alchimistes, c'est quoi la pierre philosophale? Ils voulaient transformer. Intéressant l'histoire de la pierre. Parce que c'est transformer le plomb en or, en supposant que l'or est plus pur que le plomb. Un rapport à la pureté, et qu'est-ce que ça veut dire? Immuabilité, l'or, cette idée, c'est l'image, le symbole d'une sorte d'immuabilité. Et en même temps, certains alchimistes disent en réalité, c'est transformer le plomb intérieur en or intérieur. Et l'opération extérieure n'est qu'une opération technique qui permet de se transformer à l'intérieur et d'atteindre quoi? L'immortalité. Évidemment, la manière, je vous dis, dans l'ascétisme, qu'il y a de nier le corps, c'est une manière encore d'essayer de valider quelque chose qui ne serait pas le corps étant ce qui est impermanent. Donc moi je crois que ce lien qu'il y a entre la recherche de puissance d'être et l'immortalité, il est vraiment intrinsèque. Vraiment intrinsèque. Et les transhumanistes, finalement, ne font que rechercher cette transsubstantiation. C'est-à-dire que dans le rapport, quand on lit les textes transhumanistes à la morphologie, quand on lit au premier abord, on dit ces gens-là, ils s'intéressent qu'à la morphologie, ils veulent faire des transplantations, des machins. Mais non, justement, ils veulent se libérer de la morphologie. C'est une tentative de se libérer de la morphologie, mais par la technoscience. C'est une tentative de battre le corps aussi, dans les deux sens du terme. De battre le corps, comme on pourrait faire, c'est une forme d'ascétisme. Et d'ailleurs, ceux qui poursuivent l'objectif d'immortalisation et qui commencent aujourd'hui par drug design, à prendre des drogues, etc., c'est une forme d'ascétisme. C'est-à-dire, définition de Max Weber de l'ascétisme, un comportement rationnel en vue d'une fin, où on divise par étapes, ratio, ce comportement. Donc pour battre le corps dans ce sens-là, mais pour battre le corps comme si on battait le corps à la course, dans la compétition, pour l'immortalité. On bat le corps, au sens où on est plus fort que lui.
pour ça que je dis c'est dans les deux sens, battre le corps. Donc il y a une recherche de démultiplication du pouvoir d'être dans les objets, on l'a vu quand on parlait de la subjectivation des objets, c'est-à-dire d'exister une forme de chamanisme de l'objet, d'exister à travers les objets, des objets de plus en plus intelligents à travers lesquels notre être passerait, qui sont plus de simples prothèses. L'environnement lui-même devient vivant. Il y a une forme, je pense, de chamanisme technoscientifique, on pourrait dire. Cette manière d'animer. Alors, c'est pour ça d'ailleurs que finalement le désir d'immortalité lui-même, puisque le désir d'immortalité va avec expansion, extension de la puissance d'être, est source de pouvoir, y compris au sens politique du terme. On en a un petit peu parlé la dernière fois. Je vous disais que celui qui, par définition, remet en cause le pouvoir institutionnel, c'est celui qui est capable de sa propre mort, dans son horizon existentiel. C'est la définition du héros, qui peut être le héros négatif, hein, le djihadiste, mais vous avez vu ce que ça fait vaciller le pouvoir. Parce que celui qui est capable de sa propre mort, l'État ne peut plus l'imposer son propre pouvoir qui est fondé sur quoi? Définition de Max Weber, de l'État. Structure administrative, disposant du monopole de la violence physique légitime sur un territoire donné. Et le monopole de la violence physique légitime, c'est le pouvoir de donner la mort. Si ce n'est pas la mort physique aujourd'hui, d'ailleurs c'est ce qui affaiblit aussi quelque part le pouvoir, mais au moins la mort symbolique. Retirer de la société tous les droits. Mais celui qui est capable de sa propre mort, c'est-à-dire qu'il envisage dans son horizon existentiel, il devient le héros, c'est-à-dire il devient celui qui est porteur du mystère de la mort. Alors que là, c'est le politique est intrinsèquement lié au mystère de la mort. Même aujourd'hui, alors qu'effectivement, si on remonte dans le temps, on pourrait presque dire que ce n'est que ça, le politique. C'est vrai, c'est même caricatural. C'est qu'il faut que le roi de France pouvait guérir les écoles parce qu'il représente, il est quelque chose de mystérieux, quelque chose de magique. Il y a quelque chose de magique, quelque chose de fort dans ça, qui dépasse ce que les autres sont capables de faire. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a une distance, ce qui fait que le pouvoir est toujours quelque chose de sacré, qui a besoin d'un décorum. C'est parce que le pouvoir doit représenter sa propre immuabilité. Le roi est mort, vive le roi. Il y a un rapport à l'immortalité. Là aussi, on voit bien que c'est le mystère de l'immortalité qui est en jeu. Ça veut dire que c'est ce mystère de l'immortalité, il permet d'être légitime. Et en même temps, il permet de donner légitimement la mort, ce qu'aucun autre citoyen n'a le droit de faire. La grâce aussi. La grâce, ce qui est l'inverse, et qui en fait va avec, fait système. D'ailleurs, on peut même prétendre qu'il y a une sorte de mouvement historique, mais là je n'ai pas le temps de développer, ça serait un séminaire en tant que tel, une évolution théologico-politique qui est directement liée à l'évolution de notre rapport à la mort en Occident. Je n'ai pas le temps de le développer, donc mais sautons tout de suite à un auteur, sur un auteur que nous avions déjà largement évoqué, Michel Foucault. Qu'est-ce qu'il nous dit, Michel Foucault? Il nous parle de ce fameux biopouvoir. Qu'est-ce que c'est que le biopouvoir? Mais le biopouvoir, il est directement lié à la mort. Et Michel Foucault, il le dit aussi. Il est directement lié à la mort, le biopouvoir. C'est ce que je vous disais au début, c'était à partir du moment où il semble ne plus être croyable, a priori, qu'une continuité avec des constructions sur l'au-delà et tout ce qui s'ensuit
deviennent de moins en moins crédibles en moyenne, le pouvoir passe progressivement chez ceux qui sont supposés être les champions d'une perpétuation, même si c'est une perpétuation relative, mais qui est quand même une perpétuation, donc dans un certain rapport à la mort, c'est-à-dire les médecins. Le biopouvoir. C'est ça. Et quelle est la caractéristique du pouvoir dans ce sens-là, rapport à la mort? C'est que cette fameuse angoisse, pour refaire un peu d'Heidegger, cette fameuse angoisse existentielle, en réalité, elle n'est pas si désirable que ça, puisque le rapport qu'on entretient aux politiques consiste à se décharger de cette angoisse. Donc, angoisse, vous vous souvenez ce que j'avais dit dans le premier séminaire, angoisse de l'incertitude, c'est-à-dire de l'angle mort dans notre perspective existentielle, à se décharger. Et en contrepartie, c'est-à-dire le pouvoir politique se décharge, enfin se charge pour nous du mystère de la mort, qui ne nous angoisse plus ou moins, ou relativement, et en contrepartie, nous abandonnons notre responsabilité dans la vie, mais nous obéissons. Principe de la souveraineté, c'est-à-dire que nous acceptons l'expropriation de notre responsabilité parce qu'en même temps elle nous enlève l'angoisse devant cette incertitude. Et finalement, le pouvoir du médecin, qui d'après Michel Foucault, quelque part remplace le pouvoir du prêtre, ça devient le confesseur sur celui sur lequel on décharge cette angoisse, mais du coup en abandonnant sa responsabilité, et en échange, en quelque sorte, on obéit à ses ordres. Vous prendrez le truc, et il y a un rapport moral. Si je me comporte comme ça, c'est sûr, ça va bien se passer. Je le fais dire du point de vue moral, presque. Et Michel Foucault nous montre bien que ça a été le problème de la médecine, en réalité, en Occident. Et à sa tête, de la psychiatrie. C'est ce que Michel Foucault explique. Et à mon sens, c'est ce que je dis dans Sacrée Médecine. Si la médecine a progressé plus lentement que les autres sciences, c'est parce qu'elle a fini par gérer son propre pouvoir politique plus que la recherche. C'est-à-dire qu'elle a géré son pouvoir symbolique, elle a passé tellement de temps à gérer son pouvoir symbolique, à exister dans la société comme cette nouvelle puissance symbolique, hiérarchique extrêmement puissante, que pendant ce temps, le temps de recherche s'en est ressenti, l'efficacité de la recherche s'en est ressentie. C'est mon hypothèse. Il y a quand même pas mal d'éléments tendrait à montrer que c'est ça, parce que les plus grands progrès de la médecine des 2 derniers siècles, ils sont pratiquement jamais, pas tout le temps, attention, pratiquement jamais venus des médecins. Il faut commencer par Pasteur, c'était pas un médecin, et les médecins lui interdisaient d'appliquer sa propre invention, sous prétexte qu'il n'était pas médecin, alors que c'était lui qui l'avait inventé, qui savait quand même mieux ce que c'était que les médecins. Vous voyez le rapport au pouvoir. Mais quoi ? L'hygiène, ah ben non, mais l'hygiène c'est autre chose, parce que l'hygiène, justement, c'est ça qui a permis l'augmentation, l'accroissement de la durée de vie. Le véritable accroissement de la durée de vie, c'est l'évolution des conditions sociales et des conditions d'hygiène. Ce qui prouve que l'accroissement de la durée de vie, elle n'est compréhensible, elle n'a une valeur que statistique, donc elle n'est pas due spécifiquement aux recherches scientifiques ciblées, en tout cas presque jusqu'aux années 70-80, sauf certains cas, je n'ai pas dit que je généralise très vite, mais si vous étiez pape au Moyen-Âge, je ne dis pas que vous aviez autant de chances d'avoir 80 ou 85 ans, 90 ans qu'aujourd'hui, mais enfin vous pouviez avoir 95 ans en étant pape au Moyen-Âge. Si vous étiez paysan au Moyen-Âge, alors là, votre durée de vie, elle était fortement impactée par les conditions sociales, conditions d'hygiène, conditions économiques. Donc ça veut dire que globalement, le plafond n'a pas sauté. Jusque dans les années 80, aujourd'hui il est en train de sauter, effectivement. Le plafond. Mais le plafond, il n'a pas sauté. On s'est éberlué devant le côté, oh, c'est merveilleux, le fameux on, ou le fameux ils font ça, ils arrivent à faire ça maintenant, on est, etc. Alors qu'en réalité, c'est pas tout à fait ça. Et c'est un produit. Je vais passer un peu vite. On puisse être, même si on a 2 minutes pour discuter, ça sera pas mal non plus aussi. Donc la religion en tant que telle, c'est quoi? C'est l'administration du désir d'être. Et pour administrer le désir d'être, on administre, vous avez vu, puisque j'ai expliqué ce que c'est que le désir d'être, c'est la mise en scène, c'est le rapport à soi, donc c'est le paraître.
Donc la religion administre le paraître, d'où le décorum, toute une série de choses, et d'où le fait que les croyants aussi, ils se comportent, ils paraissent, ils ont besoin de paraître d'une certaine manière. On ne peut pas comprendre ça. On ne peut pas comprendre ce qui s'est passé par exemple avec le voile intégral, avec le foulard et toutes ces choses-là, moi qui m'ont intéressé de ce point de vue, vraiment de ce point de vue, si on ne comprend pas ça. On ne peut pas. Lorsque Madame Elisabeth Badinter me dit, dans une émission, mais on ne peut pas désirer porter ça. Les bras m'en tombent quand on me dit qu'elle est philosophe. C'est-à-dire que quand même, la base de la réflexion, justement, c'est de savoir que l'humain adore faire, un, ce qui est inutile, deux, si ça le fait souffrir, c'est encore mieux. Sinon, il n'aurait pas inventé le sport. Il n'aurait pas inventé les scarifications, il n'aurait pas inventé toutes ces choses qui donnent le sentiment qu'on peut exister au-delà de ce que notre corps nous fait, de ce que notre corps nous impose. Même Claude Lévi-Strauss, je veux dire, je pourrais donner des centaines d'exemples, même Claude Lévi-Strauss, il le montre dans Tristotropique. Dans Tristotropique, il dit, c'est bizarre que les humains actuels, ils disent que, les citoyens des sociétés industrielles avancées, disent, ces Indiens, là, c'est extraordinaire, ils adorent la nature, ils sont en harmonie avec la nature. Claude Lévi-Strauss, ils ne sont pas en harmonie avec la nature, ils détestent la nature. Ils détestent ça. La nature, c'est le symbole pour eux de ce qui peut s'abattre sur eux en permanence, les détruire. Donc, leur procédure consistant à se marquer, etc., c'est pour dire qu'ils ne sont pas pareils que la nature. C'est pour dire qu'il y a autre chose, pour se différencier. Alors nous, c'est l'harmonie, la nature. C'est tellement beau. Ça, il le montre très bien, Claude Lévi-Strauss. C'est pas moi, je m'appuie derrière Claude Lévi-Strauss. Parce que si je disais ça... Voilà, bon, ce qu'il dit, hein. Les techniques de soi. Parce que, comment? Les techniques de soi. Qu'est-ce que vous voulez dire? Les techniques de soi de Foucault. Mais qu'est-ce que vous voulez dire par les techniques de soi? Parce que oui, C'est une sorte d'ascétisme. Oui, mais bien sûr. Mais l'ascétisme, je suis en train de dire qu'il n'y a que ça, il n'y a que l'ascétisme, justement. C'est pas qu'il n'y a que l'ascétisme, c'est-à-dire qu'il n'y a que des comportements qui sont des mises en scène qui permettent de nous faire exister au-delà du corps, à partir du corps. C'est-à-dire que même l'excès corporel est lié à un désir qui dépasse le corps. Même le suicide, c'est un désir d'immortalité. Ça va quand même loin. Donc, alors, si on regarde dans les traditions, on fait rapidement Gilgamesh, vous avez tout entendu parler, quête d'immortalité, devenir comme Dieu. Il est puni par quoi? Il est puni par la mort, pour le coup. Il y a mort, c'est ça, sa punition. Et là, on voit bien que dans les traditions, la mort, c'est la punition. C'est pas ce que j'appelle les contes négatifs de la modernité, où la punition, c'est l'immortalité. Alors, il y a une ambiguïté. Beaucoup de gens disent qu'il y a une ambiguïté dans le judaïsme. Qu'il n'y aurait pas dans le judaïsme de croyance, au moins dans le judaïsme, dans certaines de ses variations, à partir du texte biblique, il n'y aurait pas absolument de croyance en l'immortalité. On se fixe sur l'Ecclésiaste, les morts sont aveugles et insensibles. Ouais, mais de notre côté, ils sont aveugles et insensibles, mais ils sont aveugles et insensibles. C'est-à-dire qu'ils sont. Vous voyez, ils sont quelque chose. Et en fait, la mort, c'est l'annihilation totale. Donc c'est quand même un état particulier. Dans le christianisme, le credo, je crois à la résurrection de la chair, concile de Nicée en 325, et toute une série de choses fondées sur la vision d'Ézéchiel. Vous savez, les os, à partir des os, le corps se reconstitue progressivement à partir des os, comme s'il y avait une structure qui restait, on pourrait dire, comme une sorte de point de jonction de l'immuabilité, qui serait les os. On peut choisir d'autres choses. Dans la culture chinoise, ça va être l'énergie, par exemple. On débat sur les limbes. Dans le Coran, c'est assez intéressant parce que c'est vraiment caractéristique de la continuité ou de la compensation libidinique. Du rapport, justement, au désir et au plaisir. Les pieux, c'est un paradis avec des ruisseaux de miel et tout ce que vous voulez, hein, vraiment tout ce qu'il faut pour pouvoir continuer. Et plus, même. Voilà. Et chez les incroyants, alors là, c'est la torture, l'enfer.
Alors c'est pas l'enfer éternel, parce que sinon ça limiterait Dieu, c'est-à-dire que Dieu il peut décider de... Je vous disais, taoïsme, les techniques de longue vie. L'idéal du taoïsme, c'est quoi, encore une fois? Au-delà de la longévité, qu'est-ce que c'est? L'immortalité. D'ailleurs, les grands sages du taoïsme, on les appelle les immortels. Ils sont supposés être immortels. Vous savez, cette recherche des empereurs chinois, de cette immortalité, de cet élixir, le vieux mythe de l'élixir d'immortalité, alors pour le coup, on le retrouve en Chine, on le retrouve partout. Ce mythe de l'élixir d'immortalité. Alors pourquoi, si c'est si peu désirable, je veux dire, en termes de désir? Dans le bouddhisme, le karma, alors certains vont dire, bon, non, le bouddhisme, il admet la mortalité. Rien n'est moins vrai que ça. On pourrait en parler, moi j'ai fait ma thèse sur le bouddhisme. C'est vraiment le sujet peut-être que je connais mieux. Donc vraiment, dans le bouddhisme, il y a un processus d'action-réaction, et que quand on dit éveil, on a beau l'interpréter aujourd'hui d'une façon... parce que parfois, vous savez, il y a deux mots. Il y a dans ceux qu'on appelle, enfin, plutôt dans le Theravada, c'est-à-dire le bouddhisme dit ancien, que ceux qui sont partisans du grand véhicule appellent le petit véhicule, mais ceux qui sont dans le Theravada, ils n'aiment pas qu'on les appelle petit véhicule, hein, parce que c'est un peu condescendant. Voilà, c'est pour ça que quand on dit petit grand véhicule, c'est un peu... Voilà. Mais ceux qui sont dans le Theravada, ils disent que l'éveil c'est le nirvana. Nirvana c'est le privatif, ça veut dire souffler la bougie en quelque sorte. Donc c'est extinction. Nirvana avec le privatif. Mais en même temps, il y a la bodhi, l'éveil, l'illumination. Et là, on a l'impression que c'est l'inverse. Au contraire, ça s'éclaire. Là, ça s'éteint. Là-bas, ça s'éclaire. Bizarre. Comment s'y retrouver? Mais en fait, c'est pas l'être qui s'éteint. C'est l'illusion qui s'éteint. Et c'est pour ça que ce qui s'éteint est corrélatif de ce qui s'éclaire. Tout à fait, pour faire vite, c'est complémentaire. L'un ne va pas sans l'autre. Et ce n'est même pas la personnalité individuelle, hein, contrairement à ce qu'on raconte. Hein, on pourrait le démontrer, on pourrait en discuter pendant des heures, mais ce n'est pas la personnalité individuelle même qui s'éteint. Ce n'est pas un plongeon dans le grand tout, comme dans l'interprétation du Hedge. Hein. Ce n'est pas océanique, hein, si vous dites dans ce sens-là. D'ailleurs, dans l'Antiquité grecque, l'immortalité, comme vous le savez, on est passé de l'immortalité héroïque des temps homériques, Achille, Ulysse, qui refuse l'immortalité physique qui lui est proposée par Calypso, au profit de la gloire d'être Ulysse. C'est l'immortalité homérique, héroïque homérique. Jusqu'à l'immortalité de l'âme, qu'on retrouve chez Platon, dans le Phédon, par exemple, avec l'influence très forte de la paningénésie orphique. Orphée. La paningénésie, c'est naître à nouveau, la renaissance, qui correspond à peu près à un processus de ce qu'on appelle aujourd'hui la réincarnation, qui serait plutôt la métempsychose, transfert de l'esprit d'un corps dans un autre. C'est l'orphisme, 6e siècle avant Jésus-Christ, on pourrait en discuter. Le pythagorisme, non, on ne discute pas, je passe, ne vous inquiétez pas. Ah oui, c'est ça, voilà. Donc et puis il y a le pythagorisme, qui a pour objectif, un objectif un peu différent, c'est d'accéder au souvenir des vies passées. Et donc essayer de reconstituer la narration dans cette vie de l'ensemble des autres vies, c'est-à-dire prendre conscience de son immortalité dans cette vie. C'est un peu ça l'objectif du pythagorisme. Pas du pythagorisme dans cette version-là, je parle pas du théorème de Pythagore. Hein. Voilà. Même si le théorème de Pythagore, c'est aussi un certain rapport à l'immuabilité. L'idée que les théorèmes, ceux qui ne bougent pas, c'est ce qui vraiment est la figure par excellence au-delà de la forme au sens morphologique qui a influencé Platon dans sa théorie des idées. Donc Platon, le Phédon, l'influence de l'orphisme, la vérité de l'âme au-delà de la mort, la République, le mythe d'Air, le Pamphilien, vous connaissez peut-être, on ne va pas le raconter, Gorgias, ou l'idée encore où l'âme garde son identité. D'ailleurs, il y a 3 grandes théories chez Platon, 3 grands points
pour justifier l'immortalité et qui sont des points qui nous ramènent à ce qu'on a dit dès le début, c'est la théorie qu'on pourrait appeler des oppositions, des contraires, la théorie des contraires. On a une veille, on a un sommeil, on a une vie, on a la mort. Donc par conséquent, si justement on a aussi la mort, c'est qu'on a une vie au sens immortel, c'est-à-dire ça peut autant recommencer. C'est-à-dire qu'il y a toujours des paires. Donc on peut toujours justifier le contraire. Le contraire existe aussi. La réminiscence, donc pour dire que ça ne peut pas être la mort, c'est qu'en plus on s'en souvient. Et comment il le fait Platon pour dire, mais comment on ne s'en souvient pas? A priori, on ne se souvient pas de nos vies antérieures. Il dit de toute façon, la réminiscence, elle est prouvée dans le seul fait que apprendre, c'est se souvenir. Apprendre, c'est se souvenir. Et la preuve, c'est la maïeutique. Parce que finalement, quand on enseigne aux gens, on ne leur enseigne rien qu'ils ne connaissent déjà, Platon. Mais on accouche leur esprit, la maïeutique. Donc on accouche leur esprit de quelque chose qui était déjà, parce qu'en fait, ils se souviennent. Ils se souviennent pourquoi? Bien sûr, parce que c'est l'âme immortelle. Puis, le troisième point, c'est la fameuse théorie des idées. L'âme, elle vit dans un monde qui est le monde intelligible, elle a un environnement différent, qui est un monde intelligible, qui n'est pas ce monde périssable. Donc c'est l'idée qu'il existe un monde au-delà de ce monde que nous pouvons côtoyer et que nous côtoyons à travers quoi? À travers les idées, à travers des formes qui seraient des formes pures, qui sont issues de quelque chose qui n'est pas matériel, même si ça a l'air d'être matériel. Puisque c'est quelque chose qui n'est pas matériel et qui a l'air d'être matériel. Par exemple, on va dire, l'homme, il a sa forme, sa morphologie, etc. Mais il y a quelque chose d'autre que l'homme, qui est l'idée de l'homme, qui est intelligible et qui participe d'un environnement qui n'est pas l'environnement sensible. Donc il ne peut pas être détruit, c'est ça que ça veut dire, en réalité. Donc la philosophie moderne, si je reviens à cela, on peut l'interpréter, cette philosophie moderne qui remet en cause l'idée que non, qui fait partie de cette logique des contes négatifs sur l'immortalité. On peut la considérer comme une sorte de quête plus ou moins désespérée de la persistance perpétuelle de l'être en réalité. Et tellement désespérée qu'elle préfère abandonner l'idée de la persistance elle-même et la transmuer dans une sorte de critique. Non, il ne faut pas le faire, ce sont un sentiment qu'on ne pourra pas, donc autant dire qu'il ne faut pas. Même chez un philosophe comme Schopenhauer. Un philosophe comme Schopenhauer, qui est supposé être le philosophe pessimiste par excellence, je suis désolé, dans le monde comme volonté, comme représentation, ce qu'il appelle la volonté, Schopenhauer, c'est quelque chose qui n'est pas dans la volatilité des représentations, la multiplicité des représentations. Il dit même que c'est ce que Kant appellerait la chose en soi. Quand on dit la chose en soi, c'est qu'il y a une forme d'indépendance par rapport à tout ce qui se meut, tout ce qui vieillit, tout ce qui... Donc même Schopenhauer, même Sartre, même chez Sartre, en lisant un petit peu entre les lignes, quand il parle de la responsabilité, c'est une responsabilité sans limite. En même temps, il dit, bon, il n'y a rien, ok, il n'y a rien, mais on est quand même responsable sans limite. Mais il n'y a rien. Voilà. Je fais très vite. Mais qu'est-ce que ça peut vouloir dire, une responsabilité sans limite? Dès qu'on est dans la logique de sans limite, quelque chose qui serait dénué de toute contrainte, dont on pourrait se sauver, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une seule situation, en fait, qui nous condamne à sa configuration. C'est ce que nous explique Sartre dans Situation. C'est-à-dire qu'on est entièrement libre. Si on est entièrement libre, c'est quand même le rêve aussi, à nouveau, même dans sa version désespérée, de l'illimité, donc de l'immortalité, du sans limite. La liberté, ne serait-ce que même que le concept de liberté, qui n'a aucun sens. Si on le pense uniquement du point de vue, ça fait comme Hannah Arendt qui nous dit le politique, en fait, c'est l'immortalité, mais au sens du geste, etc. Oh, la liberté, c'est ça, alors ça serait la liberté, mais seulement au sens du geste. Non, mais la liberté, on voit bien qu'il y a une aspiration particulière dans la liberté. Une aspiration à quelque chose qui est impossible, effectivement.
in concreto, mais qui est l'aspiration au sans limite, sans contrainte. Et une des premières contraintes, qu'est-ce que c'est? C'est la contrainte environnementale, la contrainte d'être objectivement dans un processus qui semble limité. Et qu'est-ce que c'est ce qui nous limite? C'est ça, c'est la mortalité. Alors, dans la position transhumaniste, qu'on discutera la prochaine fois de façon plus approfondie, là, quand on dira, vous voyez pourquoi je parlais de mortalité, la immortalité, parce qu'il faut voir que l'immortalité, c'est quand même quelque chose qui structure notre monde malgré ce qu'on en dit, qui fait même la spécificité de l'être, du désir d'être. Après, on verra immortalisation, et là, on verra, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est si original, justement? Les technologies d'immortalisation, ce qu'elles envisagent, ce qu'elles nous racontent concrètement. Par quel type de rêve, parfois entre rêve et réalité, elles passent, ces techniques. À la fois originales, à la fois plutôt pas originales, parce que c'est la continuité du désir d'être, on l'a vu, raconter l'identité sans fin, oscillant entre la continuité individuelle et collective. Et en même temps, c'est original parce que c'est une continuité qui passerait par l'informatisation, la biologisation, la mécanisation du désir d'être. Et c'est pas si simple d'expliquer ce que ça peut vouloir dire, ça. Et ce faisant, en réalité, cette position, elle surmonte certains paradoxes des grands mythes traditionnels, une manière de se raconter, de raconter cette perpétuation traditionnelle, mais elle fait apparaître de nouveaux paradoxes sur la définition même de ce qui peut vivre encore et toujours. Sur ce qu'est, sur ce qui se transporte, sur ce qui se perpétue, justement sur cette fameuse identité. Qu'y a-t-il à jouer éternellement sur la scène du monde? La question se repose à nouveau, frère, avec le transhumanisme. C'est qu'est-ce que c'est qui va jouer? C'est pas exactement pareil, effectivement, là il y a une forme d'originalité que ce qui était joué lorsque la perpétuité était jouée sur la scène du monde dans les grands mythes traditionnels. Et donc c'est ce que nous verrons la prochaine fois, c'est-à-dire à partir de ces techniques d'immortalisation, qui peuvent être techniques purement biologiques, vous avez le rapport au télomère, à la petite queue qui est le programme génétique, le rapport à la mécanisation, le rapport au job design, à la régénération, c'est encore pas exactement pareil, à la biologie de synthèse, dont on a déjà un peu parlé, c'est encore d'autres technologies, ou au transfert complet de mémoire, qui serait comme le transfert de notre âme dans des supports qui nous permettraient une extension et une expansion infinie, qui permettrait d'étendre et de, en même temps, je ne sais pas comment on va dire ça, d'expandre notre capacité d'exister. Merci. Voilà. Alors la prochaine fois, comme je vous le disais, on aura une salle plus grande. Donc on sera moins dans la promiscuité. Pour ceux qui aiment la promiscuité, ça sera dommage. On peut discuter si vous voulez, puis on peut ne pas discuter aussi si vous voulez. Mais allez. Vous cherchiez tout à l'heure une spécificité au monde humain par rapport au monde animal. Ouais. Que diriez-vous de l'expression transmission narrative? Car c'est vraiment spécifiquement humain, la transmission narrative. Pas la transmission visuelle, ni même mais la transmission narrative. Est-ce que ça, c'est pas une spécificité? En fait, je vais vous dire, moi je pense que ce que vous appelez je suis d'accord avec vous, mais en fait, ce que vous appelez la transmission narrative, moi c'est ce que j'appelle tout simplement la narration. C'est-à-dire que par définition, la narration, elle veut continuer à dire quelque chose. Et comme elle veut continuer à dire quelque chose, le locuteur qui se sait fini, il a besoin de transmettre pour que la narration continue. Donc, la transmission de la narration est comprise dans le concept même de narration. C'est pour ça que j'ai dit directement, on est un être narratif, le désir d'être, c'est un narratif. Voilà. C'est bon? Non? J'arrête. Oui, alors il y a des choses qui me gênent. Alors d'abord, extension. Là. Moi aussi, il y a beaucoup de choses qui me gênent dans ce que j'ai dit, je vous dis vraiment. C'est vrai.
C'est vrai, parce que je suis tout le temps dans un processus. Bon, extension, perpétuer sa présence. Bon, d'accord. Je viens à Spinoza, tout être cherche à se perpétuer dans son être. Donc en fait, le programme... Et d'autres que lui, et d'autres que Spinoza, oui, mais Spinoza, donc, le programme, Spinoza. il existe. D'accord. Oui, oui, le programme est là. Le programme est là, donc en fait, c'est à la limite faire quelque chose qui est tout à fait dans une tradition, simplement que c'est fait de façon technologique. Le problème, c'est que Spinoza a vu quand même que l'être, c'est l'être infini, enfin, c'est ce qui n'a pas besoin d'autre chose que soi pour exister. Ouais. Alors j'en déduis qu'avec tous les gadgets technologiques, on en a pour l'infinité pour y arriver. Alors ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose que je trouve là vraiment, c'est tout à fait différent. Vous parlez des héros qui, justement, sont porteurs de mort et sont capables de... Alors, je prends l'exemple de Yudhishthira parce que c'est quelque chose d'assez incroyable. Yudhishthira se bat, gagne le paradis, arrive devant les portes du paradis. Et là, les dieux lui disent « Oh, bravo, t'es très bien ». Et les dieux, et il demande aux dieux « Est-ce que je vais retrouver mes compagnons d'armes ?» Et les dieux répondent non. Et ils refusent le paradis. Donc ils refusent l'immortalité et le paradis par amour. Et alors là, je ne vois pas du tout dans... je vais vous le dire alors, directement. Je vais vous lire directement. Est-ce que vous vous souvenez, et après on reviendra à votre première question, est-ce que vous vous souvenez dans le cours du séminaire où j'ai expliqué que la notion même d'immortalité était liée au désir d'être, que le désir d'être c'est le désir de paraître parce que c'est la mise en scène, que la mise en scène suppose quoi? Quand je vais parler de Kundera, elle suppose les regards, c'est-à-dire qu'elle suppose les amis, c'est-à-dire qu'elle suppose qu'il y a des participants, parce que sinon, c'est comme si l'être n'existait pas, c'est un peu comme un hologramme, il est construit par le croisement même des regards, c'est-à-dire que moi j'existe, parce qu'au moment où vous me regardez, vous m'interrogez, vous me dites un certain nombre de choses, j'existe seulement parce que je coexiste, parce que sans coexistence, il n'y a pas de scène sur laquelle jouer sa vie, et ça ne sert à rien de la raconter, c'est-à-dire ça ne peut pas être solipsiste, je vous renvoie à Vendredi ou les lames du Pacifique de Michel Tournier, où il montre bien qu'au bout d'un moment, l'individu seul, il n'existe même plus en tant qu'individu seul. Parce que sa solitude, ça ne peut être qu'une solitude construite par les regards d'autrui. Donc la première année ça va, la deuxième année ça va, la troisième, la quatrième, et puis au bout d'un moment, il finit par se dire, c'est dans le logbook, juste à côté, où il y a les événements extérieurs, c'est un livre qui est construit avec deux colonnes, il y a la colonne des événements extérieurs et il y a la colonne des événements intérieurs. Et on voit que dans les événements extérieurs, bon, il se passe des trucs, il fait un certain nombre de choses, quelquefois des choses un peu bizarres, parce que quand on ne vous regarde plus, quand vous n'êtes plus sur la scène, vous faites des choses qui sont... Et puis après, dans la colonne intérieure, à côté, on voit qu'il se détruit, qu'il se déstructure. Et même il finit, pour ainsi dire, dans la métaphore du ventre de sa mère, dans des combes, à l'intérieur, il se naît comme ça, et il est détruit, c'est-à-dire qu'il n'existe plus. Et il y a une phrase très intéressante à un moment donné, où il dit, mais attends, si tout le monde, aujourd'hui, c'est sûr, tout le monde est persuadé que je suis mort. C'est sur la mort, finalement, hein, Vendredi au lundi du Pacifique. Tout le monde est persuadé que je suis mort. Si tout le monde est persuadé que je suis mort, tant que c'était encore quelques années, il y a des gens qui me cherchent. Le seul fait que des gens me cherchent, j'existe encore, pour moi-même, sur la scène de ces gens qui me cherchent. Mais à partir du moment où ces gens ne me cherchent plus, et je suis sûr qu'ils ne me cherchent plus, aujourd'hui c'est sûr, ils m'ont enterré, ils ont fait tout ce qu'il fallait pour eux, ça veut dire que si ça se trouve, je suis le seul au monde à penser que je suis encore vivant, ça ne peut pas résister, ça doit être un préjugé. C'est sûr, je ne suis pas vivant. Je suis mort. C'est-à-dire que ne serait-ce que du point de vue... Il dit, je ne suis pas... Il dit, ma propre vie, ma propre existence doit être un préjugé. Il dit à peu près comme ça, avec ce mot préjugé. Et je pense que, métaphoriquement, ce que vous êtes en train de décrire, c'est exactement ça. C'est-à-dire, on lui offre, justement, l'immortalité. Mais il dit, ils ne sont pas là, mes compagnons. L'immortalité, sans personne, c'est la métaphore de 100 personnes. Sans les dieux, quand même. Oui, mais les dieux, ce n'est pas des gens qui me regardent. C'est-à-dire que les dieux, est-ce qu'ils sont satisfaisants? C'est ce que c'est des gens... Mais ce qui est satisfaisant sont mes frères. Ceux qui peuvent me comprendre, même ceux qui aimeraient, quelque part, qui sont jaloux de moi. Donc ça, en même temps, il y a un certain niveau de jalousie me fait exister, mais juste un niveau minimal. Quand c'est trop, après, c'est un problème. Et puis, ceux qui me rejettent, ceux qui m'aiment pas. Donc je ne pense pas que ce soit par amour, si vous voulez, sauf si on a une définition de l'amour. Mais c'est qu'il n'est pas possible d'exister, alors je veux dire de façon péjorative, même sans exhibition. C'est la mort. C'est-à-dire que c'est impossible, puisque c'est un théâtre. Voilà. Donc, qu'il y ait plus que ça, enfin bon. Ensuite, mais le théâtre, ça peut être... Ensuite, le premier point que vous avez évoqué... C'est Spinoza. Oui, mais vous avez dit un truc particulier. Oui, parce que j'ai dit, en fait, que de la définition de l'être, de l'être
en soi, quoi. C'est ce qui n'a pas besoin d'autre chose que soi pour exister. Donc, ça a l'air d'être contradictoire, mais ça l'est pas, en fait. Ça l'est pas du tout parce que, justement, le rêve d'immortalité, c'est le rêve de la perpétuation de mon identité, c'est-à-dire la perpétuation, ce que je dis, c'est la persistance dans l'être. voilà. Se perpétuer dans Mais le grand paradoxe, c'est que la persistance dans l'être n'existe, et donc je me sens absolument moi que si on me regarde comme étant absolument moi. C'est-à-dire si on regarde, si on lit ce que je suis en train de raconter de moi, soit en m'admirant, me détestant, etc. Et c'est ce qui me prouve que justement, je suis cet individu unique. Parce que sinon, je n'arriverais pas à en avoir la certitude. Et donc je serais mort. Paradoxalement, je perdrais ma singularité si je ne pouvais plus la raconter dans le truc. Monsieur, vous voulez dire quelque chose? Ouais, parce que dans tout ça, dans le fond, on peut être qu'un seul, à un seul endroit à la fois, hein, de toute façon, quelles que soient les combinaisons qu'on prenne dans ce monde. Alors on peut être à un seul endroit à la fois, ça dépend ce qu'on appelle. Quand on est dans la rue, Où est-on? C'est-à-dire déjà, où est-on? C'est-à-dire, parce que même quand on pense à où est-ce qu'on est, on va dire, on va essayer de. Mais ça sera un autre débat dont on parlera. Je dis, je suis dans mon corps. Alors pour plus de facilité, la langue finit par dire dans mon cerveau. Mais on sait aujourd'hui, moi j'avais fait une fois un petit bouquin, Les évidences universelles, à l'intérieur, je dis, on pense avec ses pieds. Je mets dedans. Ben oui, on pense avec ses pieds, c'est-à-dire que c'est notre pensée, elle est. Les terminaisons nerveuses, elles vont jusqu'à c'est pas parce que c'est plus concentré et qu'il y a des phénomènes de sélection perceptive au niveau du cerveau qu'on ne pense pas avec ses pieds, on pense aussi avec ses pieds. Donc on est où? Où est-ce qu'il est ce on? On sait quand. Et alors après, une fois, si je dis ça, c'est parce qu'une fois qu'on a étendu le système nerveux avec des processus multiples et variés, dans des espaces d'existence de plus en plus même à distance, je ne sais pas si vous étiez là quand on avait parlé des prothèses qui pouvaient être non filaires. C'est-à-dire des prothèses qui pouvaient être à la fois préhensives et sensitives, hein, mais non filaires. Un peu comme aujourd'hui on a des prothèses qui sont filaires et qui ressentent, qui ont l'appréhension à la sensation, donc qui modifient la définition du périmètre nerveux, qui est la définition du corps, de ce qu'est un corps. Donc on est dans cette main qui a l'air d'être une main en fer, parce qu'il y a appréhension et sensation. Mais ça, c'est que la première étape. Souvenez-vous, jadis, on a commencé par des voitures radiocommandées filaires. Et puis après, maintenant, on pourra peut-être... C'était sensation, mais à plus... Et du coup, ça pose aussi la question de la simultanéité de ces différents... Alors c'est effrayant sur le moment, justement. A priori, ça voudra dire qu'on est où? Je ne sais pas. Quand on téléphone,